Bonjour les amis, aujourd'hui je suis accompagné de Shanna Sparkle, que vous connaissez certainement, vidéaste et streameuse, qui cumule près de 80 000 abonnés entre son compte Twitter, 27 000 abonnés, sa chaîne TikTok, 27 000 abonnés aussi, la plateforme YouTube sur laquelle elle produit des vidéos d'analyse sur l'islam que j'aime beaucoup à titre personnel, 15 000 abonnés à ce jour, et enfin Instagram, 8 000 abonnés. Et je voulais qu'on fasse cette vidéo ensemble parce que toi et moi, Chana, on est des ex-musulmans qui avons des points communs dans la vie, voilà, dans nos valeurs, nos personnalités, nos idées aussi sur la société. Mais j'ai pensé que ce serait intéressant de faire cette vidéo ensemble afin également de parler de quatre sujets sur lesquels on a aussi, je crois, pas mal de différences parce que on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas eu les mêmes expériences dans la vie et je trouve que ce serait intéressant voilà, de comparer ton point de vue et le mien sur ces sujets. Ces quatre sujets dont je te propose qu'on parle, c'est d'abord nos souvenirs d'enfance avec une éducation islamique qu'on a reçue, mais dans un pays occidental, la France. Ce qui fait que toi et moi, on a eu une impression dans l'enfance et l'adolescence de se trouver un peu le cul entre deux chaises, voilà, entre deux cultures, dans une double culture à moitié occidentale et à moitié islamique. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler et d'expliquer aux spectateurs ce que ça fait avec ton point de vue et le mien. Ensuite, je te propose qu'on compare toi et moi bah, comment toi, en tant que femme musulmane, avant tu voyais les hommes, musulmans ou non musulmans, comment tu voyais les relations hommes-femmes, et moi, à l'inverse, je te dirais aussi comment de mon ancien point de vue islamique, je voyais les relations hommes-femmes. Ensuite, je te propose de comparer pourquoi au début de l'âge adulte, toi, bah, tu t'es, comment dire, tu t'es plus investi dans l'islam, voilà, tu t'es mis à pratiquer davantage, tandis que moi, au début de l'âge adulte, j'ai fait un peu le contraire de toi, j'ai quitté l'islam, évidemment, t'es devenu quand même Oui. ex-musulmane à terme aussi, je le précise pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Et pour terminer, je te propose de finir par une réflexion sur un point commun que toi et moi on a, puisque toi et moi on a un rapport plutôt sain et apaisé à notre identité personnelle et à notre rapport à la France, à notre amour pour la France, ses modes de vie, la culture occidentale. Voilà, on estime qu'on a eu de la chance de naître de grandir dans un pays comme le nôtre. Voilà, et toi comme moi, on sait que cette culture occidentale dans laquelle on a grandi, ça a pu jouer effectivement dans notre décision d'apostasie. Donc voilà les quatre sujets pour lesquels j'aimerais qu'on parle ensemble. Et bah, j'aimerais juste dire pour terminer que ces quatre sujets qu'on va aborder, on va essayer de les faire tenir en moins de 2 heures si possible. Et je te propose qu'on fonctionne selon un principe, c'est les deux premières questions qu'on va aborder. Tu répondras d'abord la première et moi je répondrai ensuite, je réagirai ensuite. Et les deux dernières questions qu'on abordera, je répondrai le premier. Voilà, c'est moi qui mènera la conversation et après toi tu réagiras, comme ça ce sera équitable. Ça te va? Et ça marche, ça me va très Super. bien. Alors, première question, Shana, je voudrais que tu nous expliques à tous, que tu nous décrives quel type de musulmane t'étais en termes de croyances dans ton enfance, ton adolescence, jusqu'à quel point étais-tu croyante? Est-ce que tu croyais sur parole toutes les superstitions islamiques que tu lisais dans le Coran ou que tu entendais de la bouche d'adultes autour de toi? Ou alors au contraire, est-ce que tu avais du mal à croire en certains dogmes islamiques, même si la plupart des musulmans autour de toi y croyaient? Voilà, il y avait peut-être comment dire, des choses bizarres que tu trouvais dans la religion islamique et peut-être d'autres que tu acceptais sans problème, et ben je te laisse répondre la première. Alors déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Je Je suis t'en très prie. contente, voilà, de te rencontrer. Alors, j'étais une musulmane, on va dire, occidentalisée, euh, plutôt modérée, euh, pas très croyante durant mon enfance et mon adolescence, jusqu'à un moment donné dans ma vie où j'ai voulu du coup faire le point sur ma croyance. C'est-à-dire que je savais que Dieu existait, Mm. mais qui est ce Dieu, etc. Donc il fallait que j'apprenne ma religion. Et je vivais comme tous les enfants maghrébins occidentalisés en France. J'allais à l'école, voilà. La prière ne m'était pas imposée, c'est-à-dire que je ne faisais pas la prière, ni le voile d'ailleurs. Mes parents d'ailleurs ne m'ont jamais forcé à pratiquer ou être vraiment assidu dans l'islam. Et donc j'étais relativement, comment dire, T'étais une musulmane
occidentalisé et l'islam, c'était vraiment une identité culturelle et pas forcément quelque chose qui régissait ton quotidien, en Voilà. fait. Par contre, ce qui m'était imposé, c'était de faire le ramadan et bon, l'Aïd, voilà, la fête, tout ça, mais sans plus. Donc je savais que c'était quelque chose, voilà, ancré en tout cas dans les traditions voilà, que je suivais avec ma famille, mais c'est tout, ça restait culturel. Jusqu'à que je découvre que non, c'est une religion avec des rites, tout ça. Donc voilà, Et j'ai donc, vécu dans tout juste. ton enfance et ton adolescence, tu sentais pas que tu avais un rapport très spirituel avec l'islam, ou t'avais pas l'impression que peu importe ce que tu vivais dans tes interactions sociales, dans ce que tu apprenais dans la vie, tu te servais de la boussole islamique, entre guillemets, des lois ou de la morale islamique pour régir ton quotidien. Vraiment, tu étais une musulmane light, presque, Ouais, j'ai envie de dire. tout à fait. Comme mes parents eux-mêmes, c'était des musulmans modérés. En fait, moi, je pensais que c'était juste l'éducation. Juste, D'accord. voilà, c'était une façon d'éduquer. Enfin, je pensais que c'était juste une façon de m'éduquer. Mais vraiment, zéro pression. Et c'est au moment où, quand je suis arrivée au collège, où j'ai commencé à avoir des amies musulmanes. Et c'est là où je voyais que justement, il y avait la prière, voilà, il y avait les 5 prières à faire, puis ensuite on parlait du jugement dernier, on parlait comment on appelle ça déjà, jugement dernier, l'apocalypse, ce genre de choses. Moi, j'étais pas du tout éduquée, c'est-à-dire que on avait des tableaux avec écrit Allah ou une sourate, un Coran, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment une éducation religieuse à la maison et on ne m'envoyait pas pour autant Et donc dans une... la rencontre d'autres musulmanes, déjà plus en avance que toi Mm, sur la pratique ou la croyance, mm, tout d'un coup, ça a un peu imposé dans ta vie le fait c'est ça, ne serait-ce que de devoir te renseigner, ne serait-ce que de te demander si t'étais pas une musulmane sous-pratiquante par rapport à la norme, tout à fait. et ne serait-ce que de te demander mais comment je me situe par rapport à Voilà. ce dont elle me parle, que ce soit l'au-delà, la Mm, réflexion sur le jugement dernier, sur les devoirs islamiques au-delà du triptyque de base, pas manger de porc, pas boire d'alcool et faire le ramadan. mm, mm. Bah, c'est D'accord. tout à fait ça, parce que j'avais justement l'une de mes amies qui était musulmane, elle portait le voile. Elle Ouais, devait rien que ça avoir déjà. 12-13 ans. Non pas que ça me choquait, mais je m'interrogeais beaucoup en fait D'accord. sur le fait qu'elle porte le voile. C'était pas euh, quelque chose de commun, en tout cas à mon époque au collège. Et donc c'est là où petit à petit, je commence à travers des copines, voilà. À te renseigner ne serait-ce que Ah, sur ce qui est facultatif et obligatoire. Par exemple, la première c'est fois ça. que tu vois une musulmane voilée, tu Oui, te demandes est-ce que c'est facultatif, est-ce que c'est obligatoire? C'est déjà un peu t'interroger, toi, sur est-ce exactement. que tu as des manquements vis-à-vis de ta pratique ou pas? Pas Pourquoi elle le encore. porte si jeune? Est-ce que c'est pas plus tard Voilà, éventuellement? Voilà, ouais, c'est. j'étais plutôt dans Hmm. l'interrogation là. Donc c'est bien plus tard que je me suis vraiment intéressée. Mais sinon, durant mon enfance, j'étais plutôt une enfant, on va dire, comme les autres. Hmm. J'allais à l'école, j'avais pas justement ces obligations des 5 prières. J'étais pas prise par cette obligation. Voilà, j'allais à l'école, voilà, tout simplement, et voilà. D'accord, ok. Moi, pour répondre à la question et essayer de montrer aux gens ce que les gens n'ont jamais connu de moi, à savoir quel genre de musulman j'étais, il faut déjà comprendre que j'ai commencé à être envoyé à la mosquée dans des cours de religion pour enfants dès l'âge de 8 ans. Et en fait, 8 ans, ça peut sembler tôt pour beaucoup de Français, mais c'était trop tardif parce que durant les 8 premières années de ma vie et de mon éducation, j'avais été éduqué comme un parfait occidental comme toi. Et la seule pratique islamique que j'avais avant d'avoir mis un seul pied à la mosquée, ça se résumait à, on m'avait bien expliqué avant de commencer à rentrer à la cantine de Mhm. l'école, on m'avait expliqué, surtout tu ne dois pas manger de porc parce que tu es musulman, parce qu'on est musulman. Donc on m'avait même pas, pour cette seule pratique islamique à laquelle j'obéissais, on m'avait même pas donné une Mm. raison théologique, si Oui. tu veux. Pour moi, être musulman, c'était juste une étiquette identitaire. Et en fait, je me disais, voilà, je sais que je fais partie du groupe Les Musulmans, et apparemment, ce groupe auquel j'appartiens a pour tabou la viande de porc. Voilà. Et également, j'ai eu une chance, c'est que dans mon enfance,
contrairement à beaucoup d'enfants musulmans, j'ai pas été éduqué dans les premières années de ma vie dans des dogmes islamiques euh, particulièrement, comment dire, nocifs, particulièrement destructeurs, particulièrement traumatisants. Voilà, on m'avait pas éduqué dans la menace, la peur et la haine. J'ai pas le souvenir vraiment que dans les 8 premières années de ma vie, on m'ait tant dit que ça, Mm. que si je n'obéis pas à Allah, j'irai en enfer, que le diable est invisible, il est partout, il nous observe, il peut parler dans ma tête, il peut m'envoûter et me faire des mauvaises actions. Et bien évidemment, on m'avait pas enseigné qu'il fallait haïr les non-musulmans, les mécréants, ou me dissocier d'eux, Mm. si bien que j'étais le parfait exemple, un peu comme toi, du musulman occidentalisé de base. Mm. J'avais vraiment des loisirs comme la plupart des enfants, hein, des loisirs créatifs, constructifs, qui faisaient de Voilà. moi un enfant plutôt ouvert sur le monde Mm. et même insouciant. D'ailleurs, j'ai souvenir de cette insouciance dans l'enfance. C'était vraiment dans les années 90, avant Internet. Comme tous les enfants, bah, j'aimais bien la bibliothèque. Voilà, je lisais les livres de science pour Mm. savoir comment fonctionne un avion, pourquoi un château fort ressemble à un château fort de cette manière-là, pour piéger les ennemis, etc. J'adorais lire des BD humoristiques, la musique. Dehors, je construisais des cabanes dans les bois, je jouais au foot avec mes potes. Et surtout, j'avais une passion que j'ai toujours pour le cinéma et les séries télé. Mm. Et c'est marrant, mais y avoir beaucoup réfléchi, comme tous les gamins occidentaux de mon époque. En fait, je regardais beaucoup de séries télé et de films où le héros, en fait, je m'identifiais à des héros, je m'identifiais inconsciemment, je savais que c'était une œuvre de fiction, mais en fait, les héros de ces histoires, ils résolvaient des enquêtes où ils sauvaient le monde, Mm. parce que, contrairement aux gens autour d'eux, c'était pas des moutons dociles qui suivaient la C'est masse, ça. c'était des gens causés, se poser des questions, causer, douter de l'ordre établi, qui allaient chercher des réponses là où on leur disait surtout ne va pas. Et donc, je crois que dans mon inconscient, j'avais développé, mon but c'était pas de les imiter, mais j'avais développé un goût pour la curiosité et pour la remise en question personnelle. Tu vois, inconsciemment, voilà, je me souviens de cet effet dans le fait d'apprécier ce genre d'œuvre, Mm. si bien que, avec ce bagage occidental que j'avais en tête, Mm. quand on m'a envoyé à la mosquée dès l'âge de 8 ans, plus facilement j'ai été choqué par ce que l'imam nous racontait ou parce que les adultes qui le suppléaient dans le travail ou Mm. parfois le remplaçaient bah, nous racontaient. Et même l'ambiance esthétique, on va appeler ça comme ça, je me sentais pas à l'aise dans l'ambiance esthétique islamique dans la mosquée. Parce que je comparais en fait l'école de la mosquée, entre guillemets, l'école entre guillemets de la mosquée avec l'école occidentale laïque que je Mm. fréquentais, 10 fois plus en termes de temps chaque semaine. Et par exemple, dans l'école l'école primaire, tu vois, on avait des meubles sur le côté de la classe, on avait une bibliothèque et on avait des livres avec des couleurs, avec des bonhommes, avec des Ouais. images. Et le but, c'était d'apprendre en se divertissant, en fait. T'apprends avec de la joie et du beau. C'est ça. Et en comparaison avec la mosquée des années 90 où j'allais, on avait des livres austères une espèce de cuir ou simili-cuir extérieur de couleur sombre, noir, bleu foncé, marron, et l'intérieur des livres, zéro image, zéro Ça donne pas couleur. très envie. T'as des kilomètres de textes, de menaces et de dogmes comment dire, qui sont déconnectés de tes propres problématiques Ouais. d'enfant. Mm. Et puis bah, t'avais aussi, toujours dans les comparaisons, quand j'étais par exemple à l'école primaire, on était assis sur des chaises en binôme avec une table. On a notre prof, homme ou femme, qui nous fait le cours. Il y a un rétroprojecteur, il y a des vidéos pour illustrer le cours, etc. Mm. Et moi, je me rappelle quand j'étais gamin, vraiment dans mes premières années, tu vois, dans genre les 10 premières années ou 8 premières années, je regardais la télé, je voyais les reportages à la télé sur les pays en guerre du tiers-monde les plus pauvres, souvent en Afrique, et je voyais que l'instruction scolaire, c'était des gamins pieds nus à même le sol, avec un bout de tissu troué ou un t-shirt troué, dans le dénuement le plus total, qui reçoivent un enseignement, Ouais. et dans une pièce exiguë, sombre, ou voilà, ou en tout cas dans des conditions rudimentaires. Mm. Ou même je regardais des reportages sur les sectes, c'était très à la mode dans les années 90. C'était soit des reportages, soit des sectes, ou soit des sketchs, pardon. Et j'ai presque envie de te dire que parfois, t'avais l'impression que c'était la frontière entre les deux était un peu mince. Des fois, Ouais. t'avais des reportages sur les sectes, on dirait presque des sketchs. Ouais. Et inversement, t'avais des sketchs sur les sectes qui avaient la réaliste. Et là, pareil, t'as tout le monde habillé en toche blanche qui est assis et le gourou qui parle.
Et moi, quand je commence à découvrir la mosquée, bizarrement, je me rends compte que ce que je vois à la télé sur les sectes et l'école rudimentaire du tiers-monde, c'est plus proche de ça que ce que j'avais vécu à l'école. Puisqu'on est tous assis par terre, en chaussettes ou pieds nus, avec des gens en djellaba, etc., tous les gamins assis sur la moquette, à écouter ce que l'imam dit, tu vois, d'un point de vue esthétique, j'avais vraiment une impression de retour en arrière, tu vois, de rudimentaire. Et l'imam... je me souviens d'interminables heures que l'imam passait à nous faire réciter des incantations qu'on devait apprendre par cœur et qu'on devait réciter à tue-tête. Et en fait, c'était un imam, enfin, vraiment, il y avait zéro pédagogie. Le but, en fait, on n'avait aucune explication de rien du tout. Moi, je suis plongé du jour au lendemain dans une mosquée, on t'explique rien, on te dit, tu dois réciter ça, tu dois apprendre ça. C'était juste obéir et répéter par cœur. Et encore là, je te cite que la forme, parce que le fond, l'imam, il nous citait les horreurs tout simplement que du contenu du Coran. Il nous expliquait que toutes les tortures de l'enfer possibles et imaginables qui attendent chacun de nous si jamais on veut désobéir à Allah, et donc ils vont aussi punir les mécréants, et donc il nous apprend indirectement l'interdiction de la liberté de conscience, et surtout, contrairement à l'enseignement scolaire de l'école laïque et française, on m'apprend un peu une forme de chantage face à la menace, tu vois, ce qui n'y avait pas forcément dans l'école publique laïque. Et il nous avait appris aussi, évidemment, des superstitions islamiques. Et moi qui avais l'habitude, quand j'étais un gamin assez lucide, j'ai l'impression, et je voyais souvent avec dédain, pas avec mépris, je sais pas, mais avec une forme de, je sais pas, je savais très bien que c'était ridicule, les histoires de fantômes, de vampires, de Père Noël. J'en parlais des fois avec des gamins qui croyaient en ça, en le monstre sous le lit. Je savais que c'était un peu irréaliste. Et les superstitions islamiques que l'imam nous présentait comme issues du Coran, moi, ça m'interpellait. Je trouvais des choses assez bizarres, tu vois. Il y avait vraiment des trucs, j'avais un peu du mal à y croire, tu vois. Je me demandais est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Et donc, je faisais partie des enfants parmi l'assistance, des rares enfants qu'osaient lever la main, qu'osaient poser des questions sur plein de croyances, plein de choses qui me paraissaient très bizarres dans l'islam qui nous était enseigné finalement. Et vraiment, je me rappelle que j'avais une forme de distance par rapport à la religion islamique qui me semblait tellement pas en accord avec mes souhaits et ma volonté. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, tu vois, j'en avais jamais entendu parler avant de mettre un pied à la mosquée. Quand l'imam te dit c'est le voyage le plus important de ta vie, etc., il sait pas que moi, derrière, j'ai le background de 8 années d'enfance occidentale à avoir vu au cinéma, à la télévision des voyages extraordinaires, etc. Il me parle d'un voyage génial. Je m'attends à une description un minimum en attente avec les promesses. Le gars m'explique, je sais pas si tu vois par exemple durant le pèlerinage à la Mecque, tu dois aller à Mina, t'as 3 stèles, tu dois lapider chaque stèle en jetant 7 cailloux sur chacune des 3 stèles. Et moi, quand il me raconte ça, je fais, c'est ça enfin, en tout cas, je l'ai pas dit comme ça, mais je me disais au milieu des autres gamins, c'est ça le voyage extraordinaire en fait? C'est je dois balancer des cailloux sur un plus gros caillou? Je me dis, mais en fait, il veut quoi? Je fasse un cosplay d'homme de Cro-Magnon qui balance des cailloux sur un plus gros caillou? Ça me semblait, je m'admettais à moi-même que ça me semblait ridicule, tout à fait. inutile, et enfin, vraiment, ça servait à rien du tout. Et pareil, je m'interrogeais sur ce fétichisme numérologique. Pourquoi 7 cailloux? Pourquoi pas 6 ou 8? Qui a décidé 7? Tu vois, j'étais le genre de gamin qui posait ce genre de questions. Pourquoi faut tourner autour de la pierre noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Pourquoi pas dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait? Pourquoi? Alors évidemment, quand je posais ce genre de questions, le but n'était pas de faire mon petit malin et de sortir du lot parmi les autres gamins. Oui. Et évidemment que je cherche une raison rationnelle pourquoi on doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plutôt que dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je dis ça au cas où il y a des musulmans qui nous regardent et qui vont me dire parce que si tu lâches des centaines de milliers de musulmans à la Kaaba et tu leur dis vous courez dans le sens que vous voulez, c'est évident que ça va être le chaos et l'anarchie et tu auras l'impression d'avoir un poulailler bondé dans lequel tu as lâché un renard. La question est pourquoi tout le monde doit courir dans un sens inverse des aiguilles d'une montre plutôt que dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc j'étais le genre de gamin qui posait ce genre de questions. Et dans les années 90, c'était très courant, les adultes. Ils se rendent même pas compte. Je suis sûr qu'aujourd'hui, peu d'adultes musulmans font cette erreur. Mais en fait, quand je posais des questions, ils disaient, parce que c'est comme ça, il y a des questions à pas poser. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est horrible de dire ça à des gamins. Parce qu'ils nous laissent avec nos doutes, avec nos questionnements. Et donc, pour terminer, en grandissant dans l'enfance et l'adolescence, mes questionnements au départ, on va dire sur... Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais,
moi, ça m'intéressait pas de pratiquer une religion sans la comprendre, en fait. Je posais des questions parce que je veux que ça ait du sens. On me dit, alors attends, tu vas pratiquer des choses, c'est inutile, c'est ridicule, et en plus, tu le fais sous le coup de la menace. C'est pas une spiritualité. Pourquoi vous appelez ça une religion? Appelez ça Jacadi a dit, ou appelez ça du chantage, en fait, ça ira plus vite. Tu vois, et en grandissant, mes simples questionnements sur la pratique sont devenus des questionnements sur les dogmes. Et là, ça commence à être un peu plus dangereux, parce que quand tu te questionnes sur les dogmes fondamentaux de l'islam, et que j'ai accumulé des doutes et des questionnements sur des sujets comme que t'es passé par là aussi comme moi, de l'incompatibilité entre le libre arbitre et le destin, les châtiments corporels lourds contre des gens qui, dans l'absolu, sont inoffensifs, tous les mauvais comportements de mon soi-disant modèle de prophète censé être un modèle universel pour les humains, toutes ces absurdités scientifiques voilà, qu'Allah a laissé dans le Coran. Et donc, voilà, de 0 à 18 ans, quand j'étais musulman durant cette période, puisque j'ai quitté au début de l'âge adulte, et bah, j'étais ce genre d'enfant musulman qui, comme toi, obtempérait à la pratique de base, hein, je le reconnais. Voilà. Enfin, moi, j'étais un musulman occidental presque light, pas de sport, pas d'alcool et le ramadan. Et je faisais la prière par intermittence comme toi, ça dépendait de ma motivation, des périodes, et ça dépendait même de la pression sociale, faut dire la vérité. Par exemple, quand je partais en vacances en Algérie, t'arrives dans une société avec plein de gens ultra pratiquants, t'es au milieu de gens qui pratiquent, qui prient au quotidien, qui vont à la mosquée au quotidien, et ben voilà, t'as une pression sociale, t'es obligé de faire comme eux. Et j'avais cette pression, elle se relâchait quand je revenais en France, et du coup je pratiquais moins, ou je pratiquais par période. Mais au-delà en tout cas de la pratique rudimentaire de base, qui faisait que j'étais pas voilà, un musulman, comment dire, très impliqué. Par contre, je m'autorisais effectivement à douter des superstitions islamiques qui me paraissaient les plus bizarres. Et en fait, vu que c'était dans le secret de ma conscience, il n'y avait pas des gens autour de moi pour le savoir et pour me rappeler à l'ordre. Donc c'était un peu... J'avais un sas de décompression plutôt au niveau des croyances. Je m'admettais à moi-même qu'il y avait plein de choses qui me paraissaient suspectes, très bizarres. Et je m'interrogeais beaucoup dessus, je n'ai fait qu'accumuler des doutes jusqu'à quitter l'islam. Et par chance, évidemment, comme je n'ai pas été éduqué dans la haine des mécréants, des non-musulmans, bah, voilà, je me suis toujours bien intégré à la société française. Et voilà, j'étais ce genre de musulman, on va dire, ouvert d'esprit, pas sectaire et qui causait se poser des questions. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième question. Toi et moi, on a vécu en France dans une double culture islamique et occidentale, et donc tu as remarqué durant toute notre vie qu'on a passé dans l'islam avant de quitter cette religion, on avait une espèce de rapport un peu différent aux musulmans qu'on fréquentait, puis aux non-musulmans qu'on fréquentait, pas parce qu'on avait une double personnalité ou une hypocrisie, mais parce que on avait certaines discussions, habitudes avec les musulmans qu'on n'avait pas avec les non-musulmans et inversement, on va dire, par rapport à cette frontière communautaire de l'islam. Et je voudrais savoir comment toi, la jeune femme musulmane que tu as été, tant que tu as été dans l'islam, comment tu voyais les relations hommes-femmes lorsque tu étais croyante, que ce soit en amitié ou en amour, voilà, avec les musulmans ou les non-musulmans. Parce que, par exemple, effectivement, je vais souligner une différence entre toi et moi, tu avais déjà expliqué publiquement, donc je dévoile pas de secret, que tu avais vécu l'interdiction familiale quand même d'avoir un petit ami avant le mariage, et tu avais aussi expliqué que tu as aussi eu un mari musulman dans ta vie, donc j'en déduis que tu as longtemps eu une vie de musulmane, pas si occidentalisée que ça finalement. Et voilà, bah, je te laisse à nouveau répondre à la première à cette question et je répondrai après toi. Alors, pour ce qui est des rapports hommes-femmes, j'ai, malgré mon enfance euh, dans un islam modéré, j'avais quand même l'interdiction de fréquenter des garçons. Que ce soit ne serait-ce que avoir des amis garçons. Donc c'était impossible. Impossible, même juste échanger sur des cours ou ce genre de choses, c'était pas possible. Et jusqu'à arriver à un moment donné, quand on arrive à l'adolescence, et ben j'ai fini par être interdite d'avoir des amies filles, de peur qu'elles m'influencent, voilà. C'est-à-dire vous savez hein, comment ça se passe, hein, les ados, tout ça. Oui, j'ai un copain, tiens, je vais te le présenter, machin, etc. Donc, mes parents ne voulaient absolument pas que je côtoie, en tout cas, comment dire,
des filles, voilà. Peu importe D'avoir, lesquelles, musulmanes ou non. peu importe, en fait, du moment où tu as un groupe de copines ou des Ah oui, d'accord. copines, même, voilà, peu importe, hein, c'est pas spécifiquement, voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de musulmanes, on va dire, En tout light cas, là où autour de toi, j'étais, voilà, c'est ça? oui, là où j'étais, c'était à peu près le même type c'était voilà des musulmanes plutôt Occidentalisés, quoi, dans leurs occidentalisées, mœurs, voilà. d'accord. Et donc, voilà, c'était dans une zone où à peu près tout le monde se connaissait, donc c'était mal vu. Hmm. En tout cas, pour mes parents, c'était voilà, c'était pas possible d'imaginer de voir leur fille avec un garçon, discuter, même échanger hein, sur, comme je disais, des cours ou même se donner l'heure, enfin se donner, je sais pas, enfin juste échanger, voilà, entre enfants, entre ados, voilà, c'est tout. Non, j'avais pas cette possibilité et du coup, ça a impacté un peu ma vie sociale vis-à-vis des rapports hommes-femmes. Enfin, plus jeune du coup, je comprenais pas trop cette interdiction. Et c'est suivant, enfin, c'est quelques années après où j'ai compris que ça venait un petit peu du fait qu'il fallait préserver l'honneur de la famille. Donc, ça a un rapport avec le fait qu'une femme doit se préserver pour son mari. Donc, elle ne doit pas fréquenter de garçons pour justement pas ne pas déshonorer la famille. Voilà. L'honneur de la famille et donc à partir de là j'ai eu une phase un peu rebelle voilà parce que au bout d'un moment tu prives de sociabilité un enfant un ado pourra pas tenir longtemps en fait dans cette condition donc j'ai à un moment donné discuté avec un garçon et ce garçon là lui était très impliqué dans l'islam. Et c'est lui qui m'a un peu refait découvrir le Coran, même s'il était chez moi, je l'ouvrais jamais en fait. Tu t'es orienté quand même vers un garçon musulman, si je puis dire. Au premier abord, il n'avait pas un prénom arabe. D'accord. Voilà. Donc du coup, c'est par la suite où j'ai appris qu'il était musulman, tout ça en échangeant. Et donc, il m'avait offert un Coran, un tapis, et c'est vrai que de fil en aiguille, voilà. Dans nos discussions, ce serait bien que tu t'intéresses un petit peu plus à l'islam, tout ça. Donc, C'est vers quel âge? c'était entre 17-18 ans. D'accord, ok. Et Et avant, du coup, encore dans ton adolescence, donc, pour toi, tu voyais l'amitié homme-femme comme quelque chose d'impossible parce que oui. tu savais que c'était interdit familialement et tu y obéissais à contre-cœur, ou alors est-ce que peut-être t'étais dans une logique où t'essayais de rationaliser ça et culturellement tu t'avais fini par l'accepter et tu t'inventais le prétexte comme quoi c'était bon pour toi et que l'amitié homme-femme c'était quelque chose de mauvais Alors, et même l'idée de connaître son futur mari en apprenant à le connaître personnellement, en discutant personnellement, c'est t'avais ça. l'impression que c'était quelque chose de mal, mais toi t'y croyais du coup vraiment, t'avais fini par être brainwashé avec ça, ou tu te disais j'ai pas de chance, on me l'interdit alors que ça me semble normal et naturel, en fait les hommes et les femmes devraient avoir le droit de discuter, d'apprendre à se tout à connaître. fait. Surtout que tu étais dans une école Mm. publique française normale, si je puis dire, mixte. Oui, tout à fait. Ouais. Tes parents pouvaient pas être derrière toi si un garçon voulait te parler à l'école. C'est ça en fait que je comprenais pas. Quoi. Tu les ai conduisais comme ça, genre tu t'éloignais d'eux quand ils voulaient te parler ou... Alors, en classe, on peut pas trop en fait. Je veux dire, on me demande non, la récréation, un stylo, je vais lui prêter. Ouais. Je vais demander un stylo. Le seul enfant qui a un stylo, c'est un garçon. Et voilà. Donc je vais le prendre. Je vais pas refuser parce que c'est un garçon. Donc moi, j'avais pas cette logique-là de devoir. C'est-à-dire naturellement de ne pas parler aux garçons. On m'interdisait de parler aux garçons, donc jusqu'à un moment donné, j'ai dû accepter, même si je comprenais pas, j'ai dû accepter à ne pas parler avec des garçons. Donc, parce que j'avais peur qu'on le répète. On sait jamais si ma mère ou mon père passe par là, voit à travers le grillage que je suis en train de passer le ballon, en train de rigoler parce que quelqu'un a fait une blague, enfin qu'un garçon a fait une blague. Je veux dire, vous voyez, déjà à l'école, une pression. Déjà, l'école, c'est une forme de discipline qu'il faut avoir. Et en plus de ça, on te rajoute une pression en plus de ne pas côtoyer tes camarades du sexe opposé. Donc moi,
voilà, je ne comprenais Et pas. voir tes Et copines qui, elles, s'autorisent elles, ça par contre, éventuellement. oui, elles étaient autorisées. Même Donc des musulmanes culturellement Oui. occidentales. moi, j'avais, en tout cas, de ce que j'observais, elles avaient cette liberté-là. Et bon, sincèrement, Il n'y en hein, avait pas d'autres dans ta classe de plus catégoriques dans non, ce domaine-là? moi, j'en parlais D'accord. pas. Moi, je n'en parlais pas. C'est-à-dire que j'avais un peu cette timidité, peut-être même cette honte de dire, bah, moi, j'ai pas le droit, en fait. Et même, va expliquer à un enfant, pardon, à un garçon qui te demande un service ou quelque chose, Qui te demande comment ça va? ou comment ça va. C'était comment les vacances? Quand on est rentré, on parle des voilà. vacances. Et ben, je peux pas te parler parce que j'ai pas le droit de te parler. Mes parents ne veulent pas que je parle avec des garçons. Et vous savez très bien la réaction que les enfants ont entre eux. La honte, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, machin, Donc, il y a un jugement après. Et puis après, c'est le harcèlement. Enfin, et j'ai d'ailleurs subi de l'harcèlement parce que je comprenais pas pourquoi à un moment donné j'ai dû m'isoler un peu parce que j'avais vraiment pour le coup peur qu'on me surprenne et limite fuir des groupes de potes entre eux, voilà, de ne pas être trop près d'eux pour on ne sait jamais si ma mère elle vient ou mon père il vient par tout hasard vient voir le CP ou j'en sais rien, ou le professeur. La honte de devoir le justifier et de auprès devoir de tes le amis. justifier. Tu savais, là, clairement, tu savais que ta culture islamique, familiale, de l'honneur, etc., entrait en contradiction avec la culture occidentale qui était plus détendue dans les rapports hommes-femmes. Ouais. Et tu savais que ça paraîtrait ridicule et sectaire de devoir l'expliquer à tes amis, qu'on dû se dire longtemps, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a une timidité maladive soudainement à partir du truc. J'ai jamais pu l'expliquer d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et j'ai jamais pu l'expliquer. C'est-à-dire que il ne comprenait pas par mon comportement pourquoi je réagissais, je fuyais ou je n'étais pas trop dans... Ce rapport tabou aux garçons. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est plus tard, après que j'ai compris, sur le coup, je ne comprenais pas, mais un peu plus tard, oui, là, j'ai intellectualisé. Une fois que j'ai compris, en fait, comment ça se passait, qu'est-ce que l'islam, voilà. Et après cet intérêt, à travers que ce soit le Coran, la prière, et aussi quelques textes, notamment des hadiths, qui, justement... qui créent cette société séparatiste voilà, où les hommes et les femmes n'ont pas à se mélanger. Tout à fait, qui condamnent la mixité. Voilà. Exactement. Oui. Et donc, c'est là où j'ai dit, mais voilà, en fait, mes parents... Cet honneur familial, derrière ça, il y avait en réalité... Tout à fait. Et donc, c'est à ce moment-là, une fois que je me suis intéressée à l'islam, que j'ai compris pourquoi toutes ces interdictions. Donc, pas de sortie. Ça incluait, voilà, pas de sortie, pas de soirée pyjama, pas de moment entre copines, on va se faire un petit McDo et on va passer un petit temps ensemble. J'avais pas ces moments-là. Donc c'est très... En tout cas, j'ai eu une enfance... C'est difficile de se dire que t'as été privé de ça, ouais. Ah oui, donc je pouvais même pas l'expliquer. Donc je trouvais des excuses. Ah oui, je comprends. L'islam qui condamne justement le fait de mentir, tout ça, c'est haram. Et je me retrouve à devoir mentir, mais en tout cas, je dirais même pas les copines, parce qu'il n'y avait pas cette complicité que deux copines devraient avoir. Moi, c'était juste des camarades de classe. Et une fois qu'on quitte la classe, enfin plutôt l'école, j'ai plus de nouvelles jusqu'à voilà. La reprise. Ah oui, donc même pas l'idée de se dire, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais l'idée de se dire j'ai une meilleure amie aussi, effectivement. D'accord. Non. Ok. Et voilà, donc sinon, après ça, donc le rapport entre hommes et femmes, à un moment donné, j'ai eu une phase de rébellion. Ado, voilà, je veux savoir qu'est-ce que ça fait de parler à un garçon. C'est quoi cet interdit finalement? En fait, ce qui est fou, c'est que c'est paradoxal. Tu vas priver un ado, en fait, à empêcher, en fait, avoir une sociabilité avec, que ce soit le même sexe ou le sexe opposé, et tu vas créer de l'intérêt, en fait. Et tout dans la société, en plus, te montre ça. Dans les affiches publicitaires du bus, les gens dans l'école, les films à la télé, les séries à la télé, toute la société fait ça. Exactement. Et toi, tu es une espèce d'exception un peu sectaire. Voilà, donc voilà, donc j'avais tout ça qui m'entourait, et bien moi j'étais là au milieu de tout ça, je devais faire avec. Je comprends. Et voilà.
Eh bien, écoute, moi, en tout cas, comment je voyais les relations hommes-femmes quand j'étais, ou le sexe opposé, en tout cas, quand j'étais musulman. Alors déjà, effectivement, comme toi, bah, j'ai grandi dans une ambiance culturelle occidentale. Mhm. Et j'ai aussi grandi dans ce devoir d'intégration, je m'en souviens très bien. Et ça a beaucoup d'importance parce que du coup, vraiment, je me fondais dans le moule français autour de moi, Mhm. que ce soit à travers les discours des profs. J'ai eu vraiment j'ai des souvenirs limite plus de la maternelle et de l'école primaire que du collège. Ça peut sembler, Mhm. alors que pourtant c'est plus loin dans le temps, mais je me rappelle vraiment j'ai eu d'excellents profs, hommes et femmes, qui pas seulement ils m'ont instruit, mais ils nous ont aussi donné des leçons de vie, pas dans un sens moraliste, mais ils nous ont expliqué euh, c'était quoi le but de la vie, quel genre de citoyen on allait devenir, nos rapports sociaux entre nous. Donc le discours de ces profs-là, Mhm. plus les livres de la bibliothèque, plus les magazines de société, par exemple dans la salle d'attente du Oui, médecin, ou même le discours des leaders d'opinion dans les médias, tous avaient ce discours sociétal dominant comme quoi les hommes et les femmes sont égaux en droit et en liberté, et comme quoi ça se fait pas d'être violent envers une femme. Et oui. donc, depuis tout petit avoir été acculturé à ça, déjà, ça a fait que je suis pas devenu, dans mes premières années, un garçon qui naturellement méprisait les filles ou les estimait inférieures à Oui. nous les garçons. Mhm. Et d'ailleurs, je me rappelle que dans toutes les classes d'école où j'ai été, de la maternelle jusqu'au lycée, au bac et même encore à l'université, chaque année, il y avait autant, si ce n'est plus, de filles qui étaient, comment dire, parmi les meilleurs élèves de la classe que de garçons. Et du coup, avoir constaté ça tous les ans m'a habitué à me dire une fille est aussi capable qu'un garçon, une fille est aussi intelligente qu'un garçon. Et aussi, j'ai eu de la chance parce que, par exemple, en voyage ou dans d'autres familles islamiques, etc., globalement, j'ai systématiquement presque toujours été à des tables avec des familles de musulmans modérés Mhm. et modernes, où les femmes et les hommes sont mélangés à table, où les femmes peuvent prendre la parole, comment dire, librement. Elles sont pas obligées d'être d'accord avec leur mari. Elles ont le droit d'avoir une voix différente. Elles ont le droit d'exprimer un C'est ça. désaccord devant moi par rapport à leur Oui. mari et même parfois avoir raison. Et en fait, avoir vu et constaté tout ça, toute cette ambiance déjà de base dans mon enfance, m'avait habitué à me donner une bonne image naturellement des femmes, de leurs droits et de leur liberté. Donc voilà, ça c'est un premier point pour te dire à quel point j'étais vraiment un enfant occidentalisé et puis même ne serait-ce qu'avoir été dans des écoles mixtes de l'école Mhm. laïque, Oui. c'est-à-dire tu vas à la cour de récréation, j'ai eu de la chance, j'ai l'impression que dans chaque école où j'ai été, les garçons et les filles, on s'est toujours très bien entendus, on était tous soudés dans la classe, on était tous très amis, on discutait tous ensemble à la cour de récréation et Oui. j'ai eu l'habitude de discuter autant avec une fille qu'un garçon en tête à tête, pas forcément dans une optique amoureuse, mais juste simplement je me suis habitué à me Oui. dire, une fille, je peux autant discuter avec une personne du sexe opposé que pas, et donc contrairement à Exactement. toi, moi, j'ai vraiment normalisé les relations hommes-femmes et j'étais habitué à ça. Et donc, dès l'adolescence, je vais rentrer un peu dans le sujet amoureux, on va dire, je suis obligé de constater qu'il y avait beaucoup de musulmanes comme toi, ou des musulmanes très rigoristes, qui, à cause de la réputation et à cause de leur famille, ne devaient surtout pas parler à un homme. Faut pas que mon père le sache, faut pas que mon frère le sache. Si jamais on cafte et qu'on sait que... J'en ai vu tellement des musulmanes dans ce style-là Oui. qui ne parlent à aucun garçon ou ne parlent qu'entre elles, entre filles, et même qu'entre filles musulmanes. Oui. Et du coup, en fait, je ne pouvais pas effectivement dialoguer avec elles, alors que j'avais encore des petits souvenirs des premières années de l'école élémentaire où parfois je discutais avec certaines et soudainement la rigueur à l'adolescence de l'islam dans leur vie et de l'honneur fait que elles ont plus le droit de me parler et Oui, c'est cette ça. habitude même de les voir dévoiler éventuellement en dehors du collège ou du lycée. Et aussi, faut être réaliste, quand on apprend à connaître des filles, ne serait-ce que pour lier une amitié, pas forcément amoureusement, ou même pour avoir des amis d'une manière générale, entre garçons et filles, peu importe. Les premiers sujets de conversation dans les années 90 ou début des années 2000, c'est quoi? C'est la musique, les livres, les bandes dessinées, Oui, les hein. jeux, la télévision, le Mm. cinéma. Or, même en admettant que j'aurais pu éventuellement discuter avec les musulmanes les plus rigoristes qu'il y avait autour de moi, Mm. elles écoutent pas de musique parce que la musique, les instruments de musique, c'est haram. Elles lisent pas de BD
mes discussions sur les BD, c'était avec que des gens les plus éloignés possibles de l'islam, jamais avec des gens dans l'islam, garçons ou filles de toute façon, puisque dans les BD, il y a des dessins d'êtres vivants, il peut y avoir même un personnage qui dit rien de anti-islamique de A à Z, mais si à la page 47 il tient un verre d'alcool, c'est bon en fait, ils en veulent pas dans le doute. Ou alors même la BD, si elle présente un diable ou une divinité, même si c'est sous un angle parodique ou humoristique, c'est terminé, c'est de l'association, c'est du polythéisme, hop, tu peux pas le lire. Et alors les séries télé pour adolescents, c'était tout à fait la normalité que moi je regardais, je sais pas si tu regardais ça, ou les films, même ça, les musulmanes les plus rigoristes, ou c'est pas possible à regarder, donc même pas possible d'avoir un sujet de conversation sur ça si jamais j'aurais pu discuter avec elle, puisque de toute façon, elle regarde pas un film ou une série pour ados où t'as de la mixité entre garçons et filles, t'as des garçons et des filles en maillot de bain sur la plage, ou alors t'as une histoire d'amour, c'est un grand classique, et à un moment donné ils vont devoir s'embrasser. Exactement. Et donc, que je le veuille ou non, quand je construis mon identité de mon rapport au sexe opposé de plus en plus dans la projection de me dire j'aurai une future compagne, une future femme, etc. Forcément, je constate que je ne pouvais discuter qu'avec des femmes qui avaient le rapport le plus éloigné possible à l'islam. Soit elles ne le pratiquaient pas parce que c'était des non-musulmanes, ou quelques exceptions de musulmanes venant de familles très très light qui ne pratiquaient pas du tout. Et du coup, j'avais l'impression que la conversation avec, par exemple, une femme, une jeune femme de mon âge, qui n'avait aucun rapport avec l'islam, était une conversation moins restrictive, plus décontractée, plus ouverte, plus libre sur le plan des loisirs et des sujets de conversation. Et du coup, forcément, je construis mes goûts amoureux dans l'idée que, au choix entre deux femmes, une femme qui est culturellement compatible avec moi, avec qui je peux parler de musique, de divertissement, etc., qui a les mêmes goûts que moi, forcément me correspond plus, et déjà ne serait-ce parce qu'elle est, elle est ouverte à la discussion avec moi, contrairement aux musulmanes les plus rigoristes ou les plus centrés sur l'honneur, qui ni ne m'adressera la parole, ni même ne décrochera un sourire au nom de son honneur et de sa religion. Donc nécessairement, j'ai construit mon idée du goût amoureux et de mon futur. Je me disais, je veux pas d'une femme rigoriste dans l'islam, en fait. J'ai l'impression que je me disais, moi qui était, si tu veux, j'étais un musulman culturellement tellement occidentalisé, et ben je voulais au maximum une musulmane culturellement occidentalisée, ou même une non musulmane, parce que j'étais pas dans la discrimination religieuse, mais ça me faisait pas rêver d'avoir une future épouse rabat-joie entre guillemets et austère et dans la restriction, qui ne va pas vouloir que je mette de musique dans la voiture, qui va me dire pourquoi tu regardes cette série, regarde, il se parle, il s'embrasse sur la bouche, tu vois, c'est le summum du, voilà, c'est ça. Oui, ouais. Et en réalité, juste pour conclure, j'étais cohérent parce que de la même façon que je n'avais pas de rêve amoureux vers une femme musulmane ultra rigoriste parce que ne serait-ce qu'elle avait mis une barrière culturelle, religieuse et sexuelle par rapport aux autres, ce qui fait que spontanément j'ai pas pu nouer de lien avec, et surtout j'avais remarqué que plus il y a d'islam, plus il y a de restrictions, plus les sujets sont limités, plus la créativité d'esprit est limitée, ce que moi je n'avais pas. Et aussi j'étais cohérent parce que moi-même finalement je ne rêvais pas d'être un musulman rigoriste. Voilà, c'est aussi ça que je me suis admis, parce que c'est un peu hypocrite de vouloir une femme ultra rigoriste avec l'avantage machiste que beaucoup de jeunes hommes m'avaient déjà exprimé, que je côtoyais, qui me disaient « Ah, moi je veux une femme qui porte le voile, qui baisse les yeux, qui parle pas à un homme, etc. » Ils rêvaient d'avoir une espèce de propriété comme ça, mais eux-mêmes étaient des musulmans ultra light, si tu veux, et ils voulaient l'avantage de l'islam rigoriste pour leur future épouse sans eux-mêmes l'être. Et moi j'étais cohérent parce que j'avais remarqué dans ma vie que quand je croisais des musulmans en djellaba de type salafiste, déjà dans notre décor occidental, encore une fois, on en revient à ma réflexion tout à l'heure sur l'incongruité, si je puis dire, je sais pas, de l'ambiance esthétique, tu vois, de l'islam dans notre société moderne. Et moi, je ne rêvais pas d'être comme eux, en sandales et djellaba, et je ne rêvais pas d'être un musulman rigoriste, tout simplement parce que j'avais discuté avec des musulmans rigoristes et j'avais remarqué qu'en fait, j'avais l'impression que c'était des robots qui sortaient d'une usine à la chaîne. T'en connais un, t'en connais 1000.
Ils ont la même façon de penser quand tu parles avec eux. Ils ont les mêmes discours automatiques à situation égale. Ils ont la même façon de s'habiller. Et on dirait que plus t'es pratiquant rigoriste, plus tu tends vers une uniformité dans tes mœurs, dans tes loisirs, ou presque non-loisirs, j'ai envie de dire. Rien ne les intéressait, ni t'expliquer qu'ils ont vu un match de foot. C'était l'époque de l'islam encore plus rigoriste qu'aujourd'hui, tu vois. Ni même dire je vais aller à la plage, tu vois, c'était haram. Et bref, je ne voulais pas être ce genre de musulmans, et je m'étais même admis à moi-même que finalement la vraie diversité qui est vantée à la télévision ou dans les médias occidentaux, la vraie diversité dans les façons de penser, dans les modes de vie, qui fait la beauté de la société française finalement. Les jeunes femmes musulmanes de mon âge rigoriste qui ne pouvaient pas parler à un garçon, ce qui me semblait surréaliste et exagéré, ou tout simplement les gens qui pratiquaient le plus l'islam, pour moi, ils illustraient moins la beauté de la vraie diversité. Pour moi, eux, c'était l'uniformité et la restriction. Et au contraire, j'avais l'impression, plus je côtoyais des gens en dehors de l'islam, ou je discutais avec des gens en dehors de l'islam, que ce soit des musulmans ou musulmanes peu pratiquantes, ou carrément des non-musulmans, qui étaient la majorité des gens autour de moi, plus au contraire, ils illustraient cette fameuse diversité, ironiquement, voilà. J'aimerais juste rebondir sur un truc. Alors déjà au niveau de la créativité, bon je savais. Bon après ça c'était les musulmans, les comment dire, à l'école notamment en classe de cours de dessin. Il y avait des musulmans comme je t'ai dit, et j'avais. Enfin, moi, je n'étais pas du tout au courant parce qu'encore une fois, il n'y avait pas cette éducation islamique à la maison. Et j'avais reçu justement de la part d'un garçon, c'est pas bien de dessiner parce que, en gros, de dessiner des personnages avec voilà, le visage, les yeux, le cou, le corps, tout ça. Et parce que après la résurrection, ils vont prendre forme, ils vont témoigner contre toi ou un truc dans ce genre. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours dessiné un trait au niveau du cou des personnages que je dessinais, parce que j'adore ça, le dessin, le portrait, moi tout aussi, ça. J'adore le dessin. T'as fait des Marie-Antoinette décapitées ou j'ai pas compris avec le trait là? Voilà, donc du coup, en fait, je dessinais toujours un trait et je sais pas en fait comment est-ce qu'on me l'a dit, je sais pas, mais j'avais toujours ce truc-là de faire un trait au niveau du cou, en gros, pour pas donner vie c'est complètement absurde, hein, mais j'étais jeune, donc j'étais petite, moi j'entendais ça, c'est haram. Moi, je n'obtempérais pas, tu vois, à ce genre de dogme. Il y avait des trucs, quand ça me paraissait trop incongru, je le faisais pas comme ça. En fait, je me disais, dessiner, c'est inoffensif. La peinture, c'est tellement beau quand tu as été dans un musée. Ou même des croyances les plus absurdes. Comme je t'avais dit tout à l'heure, moi, quand je vais à la mosquée et que l'imam nous dit premier degré, je sais pas si tu connais ce hadith, il nous dit que le prophète Mohammed, un jour... il fait un discours, il y a un tronc d'arbre de palmier qui se met à pleurer sur son discours et donc le prophète le console. Moi, je regardais les autres gamins, je me dis, c'est pas possible en fait. Donc moi, les trucs les plus incongrus de l'islam, si je sais que prendre une distance critique avec ou les faire ne crée pas de mal sur les autres, donc que ce soit dessiner un visage que je faisais allègrement ou me distancier de ce genre de croyances, franchement, je prenais une distance critique par rapport à ça vraiment. Donc en plus, c'était moche, voilà. Rajouter un trait, il fallait que je dessine soit un petit collier. Tu dessinais pas d'yeux ni de bouche, ni de nez. Ah non, là non. En fait, on m'avait pas donné cette précision. On me disait, il ne fallait pas dessiner. Donc moi, alors je sais pas, c'est là où en fait je me souviens plus. Mais ce que je me souviens, c'est que je dessinais un petit trait pour. Voilà. En gros, tu dessines un corps. Un corps. Et il y a un trait au niveau du cou. Et il n'y a pas de tête. Si, il y a une tête, il y a des yeux, tout ça, mais je dessinais toujours un petit trait. Et alors sûrement j'ai dû recevoir ce conseil. T'avais peur que le truc prenne vie et tu t'es dit si je l'égorge avant, il sera pas en vie. Exactement. En dessin, sérieusement. Donc, mais après, quand j'ai grandi, j'ai bien compris que c'était n'importe quoi, sans aller chercher forcément la source. Mais là, niveau rationalité, c'est bon. Là, ça. T'as égorgé ton dessin pour être sûr. Je l'égorgeais à chaque fois que je faisais un petit personnage. Et j'égorgeais mon personnage. D'accord. Ok. Et un autre truc aussi, c'est c'est-à-dire que aller à la plage et donc se mettre en maillot de bain, ça aussi, ça a été problématique. J'ai pas cette habitude. Jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi de me mettre en maillot de bain. Parce qu'on te l'interdisait étant enfant, c'est ça ?
explicitement, et du coup, tu as gardé une espèce de tabou par rapport à Oui, ça. j'ai une D'accord. gêne en fait, Ouais, une je comprends. sorte de gêne. Donc si je veux bronzer, bah, je le fais dans mon jardin. Je ne vais pas à la plage, sauf pour me baigner, et à ce moment-là, je mets un paréo ou quelque chose comme ça pour éviter qu'on... Voilà. Parce que, encore une fois, c'est... C'est euh, comme ces c'est- ex-musulmans qui ont été musulmans durant 20-30 ans et qui ont un tabou à l'idée de manger par exemple une tranche de saucisson parce que D'abord. c'est un tabou pavlovien. Bah toi, tu as gardé ce Ah, tabou j'ai gardé pavlovien, on aussi va ça, dire. ouais. Ah D'accord, oui, je non, mais moi, comprends. voilà, il y a encore des cadenas, bien sûr, qui n'ont pas été déverrouillés. Le porc, le rapport avec la pudeur, il y a toujours... Je peux le faire, c'est-à-dire j'ai pas peur d'avoir des répercussions par rapport à ça, c'est-à-dire j'attends pas un châtiment ou quoi, mais cette gêne, il y a Oui, tu toujours as un cette gêne, blocage un blocage, comme la baguette à l'envers sur la table ouais, qu'il faut retourner dans le bon sens. ouais, On sait que c'est entre guillemets irrationnel et qu'il se ouais, passera rien de mal, mais c'est je ça. Ou comprends. passer sous un échafaudage, apparemment Ouais, c'est, voilà. sous une échelle, je crois, Avec un c'est... chat noir sous le bras et un parapluie Voilà, ouvert. Non, je rigole, je fais une exactement. combinaison de plein de choses. Donc c'est à peu près la même Ouais, je chose, voilà, comprends. ouais. Ok. Alors, question 3. Maintenant, je te propose qu'on aborde une différence assez importante, effectivement, entre toi et moi. Pourquoi toi, au début de l'âge adulte, t'es devenue une musulmane encore plus pratiquante, alors que moi, au contraire, bah, j'ai quitté l'islam au début de l'âge adulte. Alors, il faudra que toi t'expliques un peu plus que moi, parce qu'il va falloir que t'expliques pourquoi, dans un premier temps, t'as ressenti l'envie ou la pression sociale de davantage pratiquer l'islam, et t'expliqueras dans un second temps bah, pourquoi t'as fini par perdre la foi en l'islam. Alors, je vais répondre en premier à cette troisième question. Alors moi, pour faire très simple, bah, j'ai toujours dit, hein, j'ai quitté l'islam pour essentiellement, on va dire, trois raisons. Premièrement, bah, dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai accumulé des doutes et des questionnements sur comment dire, les versets et les hadiths les plus horribles d'un point de vue juridique, qui me semblaient immoraux, qui me semblaient dessiner un modèle de Mhm. société dangereux, liberticide et violent, voilà. Donc du coup, bah, j'étais dérangé par tous ces versets du Coran. Déjà rien que par le dogme le plus cité dans le Coran, l'interdiction de la liberté de conscience par Allah. Rien que ça, c'était compliqué parce que pour moi, une société est pacifiée, respecte les libertés individuelles de tout le monde si on respecte la liberté des gens à croire en ce qu'ils veulent ou ne pas croire. C'est pas une nuisance, c'est dans la tête des gens. Rien que criminaliser la croyance ou l'incroyance, déjà pour moi, c'était compliqué. La violence conjugale légalisée, également, c'était pour moi Mhm. quelque chose de problématique. Euh, L'esclavage dans les lois islamiques. Aïcha, 6 ans, qui a été l'épouse d'un prophète soi-disant Ouais. censé être un modèle comportemental universel pour moi et l'humanité. Moi, clairement, je me Oui. suis dissocié de ça. Voilà, c'est très clair. Et donc voilà, donc il y a cet aspect moral, il y a l'aspect aussi scientifique évidemment de la perte de ma foi en l'islam, puisque bah, clairement, dans le Coran, quand Allah te dit, enfin des trucs dont on parle pas suffisamment, mais par exemple, Allah il dit dans le Coran, tous les musulmans le savent pas, mais que les pierres, les cailloux tombent de peur à cause d'Allah en fait. Par crainte d'Allah, les cailloux tombent. Sourate 2, verset 74, je crois. Enfin, Mhm. c'est ridicule. Allah, dans le Coran, il semble parler comme s'il avait les limites d'un Mhm. bédouin du 7e siècle du Moyen-Âge. Quand il t'explique que, je sais pas, par exemple, il te dit que il accorde au cœur toutes les propriétés de l'activité cognitive d'un Ouais. cerveau. Le mot cerveau, qui d'ailleurs n'est jamais cité dans le Coran, il semble te décrire un soleil qui vogue autour d'une terre plate. Mhm. Voilà, tout ça pour moi, c'est vraiment des absurdités scientifiques auxquelles je ne peux pas croire et pas accorder de bénéfice du doute. Mhm. Voilà, et donc c'était des raisons morales, scientifiques, et puis enfin, et ça, c'est une réflexion qui a mûri et qui a mis des années pour que je me rende compte, mais j'ai quitté l'islam aussi parce qu'effectivement, je me suis rendu compte comment naît et se développe la foi islamique dans le monde, et comment naît et se développe la foi islamique à travers les époques et à travers Oui. l'histoire. Mhm. Parce que là, actuellement, ça fait près de 14 siècles que l'islam existe. Mhm. Là, on est dans une époque de modernité où
les Occidentaux ont inventé des outils de déplacement et la mondialisation humaine qui fait qu'on déplace les humains un peu partout avec des avions, des paquebots très rapidement d'un point à l'autre de la planète. Tout à fait. Ils ont aussi développé des outils de diffusion de l'information instantanée comme la télévision, le satellite, l'informatique, Internet. Mais avant cette époque-là, si on prend les 13 premiers des 14 siècles d'existence de l'islam sur Terre, avant 1900, du 7e siècle à l'an 1900, on a eu un monde terrestre où, contrairement à ce que raconte Allah dans le Coran qui dit « il guide qui il veut vers la foi islamique, il égare qui il veut », c'est de la foutaise. Le destin d'Allah ne guide pas arbitrairement qui il veut ou pas, parce que dans les 13 des 14 premiers siècles d'existence de l'islam sur Terre, 99% des musulmans, même encore actuellement, deviennent musulmans parce qu'ils ont des parents musulmans et parce qu'ils naissent en terre d'islam. Et de la même façon, quelqu'un qui naît dans un pays non musulman et éduqué par des parents non musulmans, il a 99% de chances statistiques de ne pas devenir musulman. Donc, apparemment, le hasard de la naissance va déterminer statistiquement à échelle macroscopique si tu vas devenir musulman ou pas. Et encore, là, je te parle presque d'aujourd'hui, mais si on va dans les anciens temps, tu avais zéro chance statistique, alors que le prophète Mohammed est censé être passé sur Terre. Je sais pas, en l'an 900 et quelques, 300 ans après, tu as zéro chance statistique de devenir musulman au Japon. En l'an 1200 en Écosse, tu as zéro chance de devenir musulman. En l'an 1300, 1400 en Norvège, en Allemagne, tu as zéro chance de devenir musulman. En l'an 1500, 1600 en Australie, en Amérique du Sud, au Mexique, au Brésil, tu as zéro chance statistique de devenir musulman. Parce que tu pas de Coran, parce que tu pas de mosquée, parce que tu pas de missionnaire musulman. Et même si tu l'avais pu... Parce qu'à l'époque, en fait, tu te contentais d'avoir pour religion la religion de tes parents, de ta société et de ton gouverneur local. Même un des rares, parce que évidemment il y avait quelques rares copies du Coran chez quelques moines copistes du Moyen-Âge par-ci par-là en Europe, c'était des exceptions statistiques, mais parmi la masse des gens, même le rare mec qui, 1000 ans après la naissance de l'islam en Arabie, il aurait voulu devenir musulman subitement au milieu du Japon, en Allemagne, en Écosse, en Australie, au Brésil, il se serait fait lyncher par la foule, il se serait fait défoncer. Ouais. Donc en réalité, la pression sociale fait que tu vas avoir simplement la religion de tes parents, de ta société, et ça c'est 90% du temps d'existence de l'islam voulu par Allah, avec son système du bédouin local, du messager humain, qui doit diffuser l'islam. Et en réalité, c'est pas le destin d'Allah qui guide vers la foi islamique et qui a diffusé l'information et la réalité du Coran dans des contrées lointaines, c'est plus les outils du XXe siècle et du XXIe siècle des Occidentaux, avec les outils de déplacement humain, la mondialisation, les outils technologiques. Quand tu comprends ça, moi j'ai mis des années à réfléchir sur ça étant adolescent, quand tu comprends ça, tu peux plus rester dans l'islam. Tu comprends que le hasard de la naissance, et même de la même manière, toi et moi on est au XXIe siècle, un gamin qui naît actuellement dans une famille athée, ses parents de 0 à 20 ans, ils l'éduquent pas dans l'islam. Oui. Il y a quasiment aucune chance ensuite qu'ils deviennent musulmans, et les convertis à l'islam ne sont qu'une exception statistique. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 20 ans, quand on t'a éduqué 20 ans de suite, dans juste un minimum de rationalité, du genre je ne crois que ce que je vois, ou un petit peu des normes basiques de la rationalité scientifique, le Coran ne contient aucune preuve scientifique. Le Coran est absurde, le Coran est contradictoire, le Coran est bizarre. Comment tu veux y croire ? Et donc en réalité, je vais finir par là, le jugement dernier d'Allah dans l'au-delà, il est basé sur quel critère ? Même pas sur le critère de qui c'est qui a été un bon médecin, qui a sauvé des gens, etc. Non, il est basé sur la présence ou l'absence de la foi islamique en toi. La présence de la foi islamique en toi t'autorise l'entrée au paradis, son absence te met dans l'enfer. Ah bon ? Mais pourtant, le monde tel qu'il est fait actuellement, on peut voir qu'à échelle macroscopique, tu vas devenir musulman ou pas pratiquement juste par un hasard de la naissance si t'es né chez des musulmans ou pas. C'est pas du tout méritocratique. Et donc son jugement dernier est plus quasiment influencé socialement que, j'ai envie de dire, la plupart des musulmans, en fait, ils obtempèrent culturellement, ils sont dans du suivisme culturel en réalité, à l'échelle macroscopique évidemment, même si aujourd'hui il y a des musulmans qui ont sans doute intellectualisé leur foi, mais historiquement ça se vérifie comme ça, voilà. Et moi j'ai eu la lucidité enfant adolescent de petit à petit, tu vas construire cette réflexion, et quand tu comprends ça, tu comprends que les soi-disant, les musulmans actuellement du 21e siècle qui se vantent à te dire l'islam est une religion universelle qui parle partout. Oui, c'est facile maintenant de te vanter de ça, mais du 7e siècle jusqu'en l'an 1900, ça marche pas comme ça en fait. Tu vois, donc moi, c'est ça vraiment la réflexion construite, au-delà de l'aspect erreur scientifique que j'ai constaté et du schisme moral entre moi et les textes sacrés islamiques, tu vois, cette dernière réflexion que je t'ai citée, pour moi, est quelque chose de très très important voilà, dans ma décision également de quitter l'islam. Non, très intéressant, parce que
bon, même si j'ai pas eu le même cheminement, il m'est arrivé aussi de capter ça. Bien sûr, bien sûr. L'influence par la technologie des mécréants, voilà. Mmh. Grâce à ça, finalement, l'islam utilise en fait des outils de mécréants pour pouvoir s'expandre dans le monde. Bien sûr. Et ensuite dire, c'est... Sur le continent américain, où il n'y a pas eu une première mosquée avant le XXe siècle, ou même presque 1000 ans après la naissance de l'islam, il n'y avait toujours pas un seul musulman là-bas. Bizarrement, Allah, il ignorait le continent américain. Il s'est dit, non, j'ai envie de donner la foi éventuellement islamique le jour où il y aura des musulmans qui vont commencer. Oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est complètement Et encore absurde. merci aux technologies mécréantes, effectivement, et à la mondialisation mécréante. Le pire, c'est que je sais qu'il y a des musulmans actuellement qui nous écoutent et qui doivent se dire, mais Majid, il est dingue, ses réflexions sont irrationnelles. Alors que toi, comme moi, on sait très bien que c'est extrêmement sensé ce que je raconte là. Il faudrait déjà commencer par se poser déjà des questions, mais vu que c'est haram, c'est compliqué quand même de développer ça. Alors toi, justement, décris-nous comment, du coup, au même âge que moi, d'abord, tu as commencé à accentuer ta pratique de l'islam, et ensuite, comment, dans un second temps, tu t'es éloigné. Donc, comment j'ai eu de l'intérêt. Oui, parce qu'ensuite, tu devras nous décrire ton apostasie, et ton apostasie, c'est l'apostasie d'une musulmane plus pratiquante, ce que tu nous as pas encore expliqué. Donc d'abord, explique-nous d'où est venu ce regain de pratique, effectivement. Tu avais parlé d'un homme qui savait passer un Coran, qui était peut-être un début. Ouais. Donc, en fait, c'est après avoir rencontré donc ce garçon avec qui j'avais une relation interdite, voilà, parce que, bon, comme je disais... de conversation. Conversation, et là, c'était déjà trop, voilà. J'ai déjà dépassé la limite. J'en avais conscience, mais pas au point de me dire que je vais finir en enfer. Voilà. Donc, il y avait cette déculpabilisation de ma part vis-à-vis des moments où je discutais avec cette personne et qui m'apportait justement, comment dire, tu déculpabilisais parce que tu te disais, au moins il me parle un peu plus d'islam, ça me permet d'augmenter mon islamité. Parce qu'il était plus informé, et donc du coup, je me dis, je parle avec un garçon, mais il me parle d'islam. Okay. Donc finalement, c'est... je fais pas quelque chose de mal ou de grave, et au contraire. En tout cas, il me parlait beaucoup de religion, donc moi, ça me rassurait. Et ça me faisait déculpabiliser sur le fait que je commettais un interdit, c'est-à-dire de parler avec des garçons. Et donc, suite à ça, j'ai eu en cadeau de la part de cette personne un Coran, un tapis, et il m'a incité à faire la prière, et au fait que, en gros, t'es musulmane, c'est pas normal que tu ne fasses pas la prière, donc tu devrais vraiment t'intéresser, n'oublie pas, Allah pourrait reprendre ton âme, c'est-à-dire à n'importe quel moment, donc tu peux pas passer à côté de cette obligation. Donc quand on te répète ça, et surtout quand tu commences à développer en fait des sentiments vis-à-vis de cette personne, il y a tout qui se mélange, et tu dis, j'ai pas envie de le décevoir, mais en même temps c'est vrai que j'ai pas envie de cramer en enfer, voilà. Donc je vais suivre en tout cas ses conseils, et comme à l'ère c'était au moment à l'ère d'internet, donc YouTube, tout ça, je suivais des tutos de comment faire la prière, et donc par défaut, je prenais la première vidéo qui expliquait à peu près bien comment, et les gestuels, etc. Donc comment faire les 5 prières. Donc j'ai appris sur le tas, vraiment très minutieusement chaque étape, comment la faire, c'est-à-dire qu'au millimètre près, comment placer mon pied, comment mettre mes mains. Au début, je faisais l'erreur de mettre mon coude avec... Moi aussi, à plat. Voilà, donc je faisais à plat, et puis après, j'ai pleuré. Je me rappelle, c'était pendant la période du Ramadan. J'ai pleuré et je demandais pardon à Allah parce que je faisais mal cette prière. Et donc de fil en aiguille, je voyais que j'arrivais à mémoriser donc cet apprentissage de la prière, les sourates aussi. Je faisais vraiment un effort, même si je connaissais déjà la Fatiha. Durant mon enfance, j'avais appris la Fatiha, de la part de ma grand-mère. Ma grand-mère, en tout cas, elle faisait son islam,
voilà, quand elle pouvait, elle partait à la mosquée, tout ça. Donc moi, je voyais, et comme je l'aimais beaucoup, donc par mimétisme, je retrouvais ce truc. Voilà, donc ça m'était un peu familier quand même s'il y avait personne qui faisait la prière chez moi. Et donc suite à ça, s'en est suivi à un moment donné la rupture. Donc on a arrêté de s'échanger. Et après ça, moi j'ai continué. Donc je me suis dit, bon, dans tous les cas, avec ou sans lui, je suis musulmane. Donc je vais continuer à faire, en tout cas, ce que Allah attend de moi, donc les 5 prières. Et je me sentais fière quand même, parce que je me dis, là je suis une bonne musulmane, parce que je fais mes obligations, tout ça, jusqu'à me poser la question sur le voile. Il faudrait peut-être que je le porte, le voile. Et comme j'étais encore dans cette phase de rupture, émotionnellement, c'était pas trop ça. Et sachant qu'il n'hésitait pas à me suggérer, voilà, de porter le voile. C'est-à-dire la phase de rupture? On se parlait plus. D'accord, voilà. Ok. Donc, avec lui, ok. Oui, avec lui, voilà. T'en avais pas reparlé, du coup, j'avais pas compris. Oui, donc oui, suite à notre séparation, on avait arrêté de s'échanger. Moi, je prenais ça clairement comme une trahison, voilà, parce que regarde, en gros, je fais des efforts, tout ça, et là maintenant que c'est pas parfait, mais je suis quand même relativement une bonne musulmane. Voilà, je fais mes 5 prières par jour, je jeûne, et donc il y avait aussi cette envie de porter le voile aussi, mais encore là, c'était pas parce que je me disais j'étais obligée, mais parce que en quelque sorte, je voulais plaire en fait à cette personne. Donc c'était même pas parce que voilà, c'était obligé, tout ça. Et c'est par la suite, voilà, où quand je commençais à m'intéresser encore plus en profondeur au niveau des textes, tout ça, je voyais des hadiths, et notamment le verset qui dit aux femmes justement cette injonction du port du voile. Quand ça s'est confirmé, j'avais plus de choix, j'avais plus d'excuses à me dire c'est mon choix. Non, c'est pas mon choix, c'est une obligation en islam. Et donc je l'ai porté quelques semaines. Et vers quel âge? 18 ans, ouais, c'était vers les 18 ans. Et donc vers les 18 ans, je l'ai porté que quelques semaines. Et c'est ma mère qui m'a dit de l'enlever. Et donc ma mère, comme c'est une musulmane occidentalisée, comme elle ne m'a jamais obligée à faire la prière ou à porter le voile ou vraiment à me dire va dans ta chambre, va lire le Coran, il faut absolument que tu me fasses les récitations par cœur, voilà, non, jamais. Et donc elle me disait t'es encore jeune, ne le porte pas tout de suite, tu attendras, tout ça, etc. Et donc je comprenais pas. Oui, voilà. Même pas, enfin, tu attends le bon moment pour le porter. Ne le porte pas maintenant, t'es encore jeune. Et elle-même le portait à ce moment-là? Non, elle l'a jamais porté. D'accord. C'est là où il y a une ambivalence, voilà, c'est ça. Oui, il y a à la fois la rigueur par rapport aux relations hommes-femmes et à la fois peut-être une impression par rapport à la société française. C'était un peu trop, comment dire, c'est quoi le mot? Pas subversif, le mot que je cherche, ostentatoire, si je puis dire, peut-être par rapport au regard des Occidentaux autour, qui sont quand même majoritaires, peut-être, non? Je pense pas que ce soit ça. D'accord. Je pense pas que ce soit ça parce que ma mère, elle n'était pas dans cette réflexion-là, en tout cas, par rapport aux Occidentaux. Faut savoir qu'à ce moment-là, je vivais quand même dans un endroit où il y avait majoritairement des musulmans. Parce qu'elle était moderne et modérée et qu'elle avait l'impression quand même que quelque part, comment dire, peut-être elle croyait en l'idée du symbolisme quelque part et elle se disait... moi qui ne le porte pas, si ma fille le porte, c'est comme une régression dans ses droits en fait par rapport à moi. Sûrement, peut-être. C'est vrai que je lui ai jamais posé la question parce qu'on n'est pas revenu sur ça, mais c'est vrai que ça m'avait marqué parce que oui, c'est clairement elle qui elle avait acté l'idée qu'il fallait que tu le portes à un moment, mais elle savait juste pas quand. Oui. Peut-être elle retarde. Voilà, donc réfléchis. Ce sera pour plus tard, mais pas tout de suite parce que c'est pas le moment. Peut-être j'ai aussi une explication. Ouais. Elle a conscience qu'on est dans un pays non musulman et que ça peut te fermer des opportunités de travail, etc. Et qu'elle ose pas te dire, écoute, j'ai l'impression qu'on est dans une société où depuis le 11 septembre, c'est un peu mal vu quand même le voile sur la tête, etc. T'as pas fait toutes ces années d'études pour rien et finalement te voiler. D'ailleurs, avec ton voile, tu ne rentrais pas, par exemple, dans le lieu scolaire, tu le portais uniquement en dehors? Alors, de toute façon, à cette époque-là, c'était
plutôt dans un centre de formation. J'étais d'ailleurs, ça a un peu influencé aussi cette décision de le porter. C'est que je voyais, comme j'étais encore en rupture, j'avais encore, j'étais encore émotionnellement attachée, donc j'idéalisais un petit peu la vie de famille. Je voyais cette femme avec son mari et son enfant. Donc finalement, tu te dis bah voilà, peut-être que c'est ça en fait. Faut le porter. Peut-être que je vais avoir la baraka d'Allah en le portant, et donc Allah peut-être va me faciliter et peut-être rencontrer quelqu'un qui pourra être un bon mari, etc. Donc il y avait cette influence. Et aussi, j'étais dans un endroit où il y avait majoritairement des musulmans. Donc finalement, la Pression sociale indirecte. ouais, on va dire ça, ouais. Il y avait cette pression, mais je le traduisais pas comme ça. Je disais juste que, en fait, non, là, je vois que c'est une obligation. Comme par exemple, si tu regardes le profil de 100% des convertis en France, un gros point commun, qu'ils le veuillent ou non, c'est un peu toujours les mêmes trames scénaristiques, j'ai envie de dire. C'est même si évidemment il y en a qui peuvent se convertir en étant seuls dans leur coin, mais Internet fait qu'ils ont une interface pour entendre parler de l'islam, là où dans la même campagne où il n'y a pas de musulmans, 50 ans ou 100 ans en arrière, personne n'aura envie d'être musulman. Des Français, comme on dit, de souche minoritaire dans des cités islamisées, peut-être plus souvent se convertissent à l'islam parce que l'ordre culturel dominant est musulman, et que du coup, quand il y en a qui se convertissent à l'islam, du jour au lendemain, ils sont plus considérés comme des mangeurs de porc ou comme des amis un peu à part qui sont en dehors du droit chemin. Et tout le monde les félicite, leur tape dans le dos, leur dit c'est génial, t'es sûrement un mec vachement lucide, t'as bien compris, etc. Et du coup, ça leur met un regain d'attention sur eux. Enfin voilà, et évidemment que si tu vas dans un lieu où des musulmans adultes, début de l'âge adulte, sont un peu plus concernés par leur pratique. T'as des femmes musulmanes qui portent le voile à la sortie, qui mettent leur voile parce qu'elles ne peuvent pas à l'intérieur, et ne serait-ce que d'échanger un petit peu avec elles. Et voilà, ça, effectivement, c'est une forme pas de pression, mais d'influence en tout cas sociale, communautaire, culturelle. Tout à fait. Et donc, moi, je compare très souvent cette période-là de ma vie, de la non-pratique à la pratique, comme une conversion. Moi, je dis pas, je me disais pas, je suis musulmane de naissance. Déjà, ça n'a aucun sens, voilà. C'est musulman d'influence culturelle tout simplement. Et familiale. Et je me disais, le climax, en fait, le fait que je m'intéresse à l'islam et que je devienne officiellement une vraie musulmane, c'était au moment où je me suis intéressée, ouvert le Coran, commencé à apprendre la prière, tout ça. Et donc, je compare ça un peu c'est-à-dire aux conversions des convertis qui doivent réapprendre depuis le début, ou apprendre depuis le début. Et je suis pas encline, non, mais je les comprends en fait. J'arrive à comprendre en fait le cheminement, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à ces convertis pour pouvoir s'intéresser à l'islam, et donc de se conforter dans ce choix. Et vraiment, c'est vraiment une forme d'empathie que j'ai vis-à-vis d'eux, parce que c'est... Tu sentais un peu leur place, effectivement. Oui. Et alors, du coup, comment t'as pu ensuite quitter l'islam ? Ça a été quoi les raisons qui t'ont fait quitter l'islam ? Alors ça, on va dire, c'est grâce à l'algorithme d'Internet. Quand j'arrive à un moment donné de ma vie où je suis bloquée, où j'ai besoin de me reconnecter à Dieu, et c'est là où vraiment je vais être assidue au niveau des prières, tout ça. Et je me rappelle, j'avais acheté le livre c'est Aïcha, et un autre, c'était Mohammed, voilà. Donc ces livres-là sont connus. Il y a plein de hadiths qui dit comment Aïcha, donc la mère des croyants, comment elle se comportait en tant que femme, voilà. Et donc prendre un petit peu exemple sur elle, tout ça. Et donc quand je lisais certains passages, je me disais... Ok, je lis et je prends. C'est-à-dire que niveau réflexion, j'étais pas encore, j'arrivais pas encore à développer ça. Donc voilà. Et à chaque fois, je voulais confirmer le hadith spécifique que je lisais. Et donc, je pense que grâce à ça, mon téléphone faisait en sorte grâce à l'algorithme, voilà, me proposer en fait des
voilà, des sites, machin. Et donc, quand j'explorais notamment je crois que c'est le site Biladi, il y a Biladi ou Biladi, Il y en a deux, ouais. ouais, c'est une plateforme, enfin un forum, où il y a des coranistes avec des sunnites qui échangent sur des hadiths. Et donc, ces hadiths-là, de fil en aiguille, en fait, dans la discussion, je vois que ça débat. Et quand ça débat, ça sort des hadiths. Et là, encore plus problématique. Et là, c'est là où tu t'arrêtes, tu te dis, attends, c'est quoi ce truc? C'est-à-dire, je tombe sur le mariage du prophète avec la petite Aïcha, 6 ans, et qu'il l'a consommé à l'âge de 9 ans. Je me dis, c'est qui a tort? Est-ce que c'est le sunnite qui dit que non, finalement, c'est pas vrai, elle a 19 ans et elle a pas, il n'a pas marié à l'âge de 6 ans, il ne l'a pas consommé à l'âge de 9 ans. Qui a tort, qui a raison? Donc, moi, je vais essayer de trouver la réponse. Parce que c'est, voilà, chacun défend, voilà, avec des arguments, mais qui a raison dans toute cette histoire? Donc, voilà, je commence à chercher tout ça. Et c'est-à-dire, le coranisme ne se définissait pas comme coraniste. Il disait le Coran, voilà, nanana, mais vos hadiths. Donc ça veut dire, en fait, clairement, il rejette ces hadiths en disant c'est n'importe quoi. Et donc, là, j'ai commencé à avoir de la curiosité vis-à-vis de ce type de croyants. Et pourquoi je parle d'algorithme? Parce que l'algorithme, qu'est-ce qu'il a fait? L'algorithme m'a proposé sur TikTok des profils de coranistes, justement, qui n'explorent que le Coran. C'est-à-dire tout ce qui est hadith, tout ça, ils le rejettent totalement. Et à partir de là, voilà, ça en est suivi des heures et des heures d'écoute. D'abord, parce que je voulais comprendre, en fait, qu'est-ce que c'était concrètement. Et ça voudrait dire que la majorité des musulmans seraient dans l'erreur. En tout cas, les sunnites, la branche majoritaire, seraient dans l'erreur. Donc, où est la vérité? Et comment je peux, par exemple, ne serait-ce qu'un verset coranique, comment je peux le comprendre si je ne peux pas prendre de tafsir, ou si je ne peux pas prendre le contexte, c'est-à-dire les hadiths, comment je fais sans ça? Et tout ça, en quelques mois, j'ai cheminé dedans. Jusqu'à un moment donné, me dire, en fait, je suis une femme de 2025, c'est un livre datant du 7e siècle, où il y a des lois que je ne peux même pas appliquer et qui, en plus, est contre moi, contre ma féminité, contre c'est-à-dire l'être humain que je suis. C'est-à-dire, on m'enlève mes droits, on me restreint, on demande même à mon mari, en cas de pressentiment, plutôt de soupçon, voilà, de soupçon de désobéissance, et bien de me frapper. C'est vraiment... Après ça, je me dis, en fait, plus rien n'a de sens, en fait, dans tout ça. Donc ce livre-là, ce Coran, je n'en ai plus besoin. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai dû rejeter les hadiths, puis je suis restée uniquement sur le Coran, mais vraiment plus dans le spirituel. Puis après ça, quand je voyais que j'étais confrontée à des versets qui appellent à la haine, notamment des mécréants, non. Je suis désolée, moi j'habite en France, je vis avec les non-croyants. Je ne peux pas avoir de la haine envers ces gens-là. Ils ne me font rien. C'est-à-dire, au contraire, en France, en tant que femme, j'ai mes droits, c'est-à-dire que la France me permet d'être épanouie en tant que femme. Donc je ne peux pas trahir ça. C'est-à-dire le fait qu'on me considère en tant qu'être humain, capable de prendre des décisions, d'avoir une réflexion. Oui, parce qu'en islam, on dit que les femmes sont naqisatu aql wa din, qu'elles sont déficientes en intelligence et en religion. Je suis désolée, je peux pas rester dans une religion qui m'insulte dans ma personne et dans mon intellect. C'est pas possible. J'ai quand même... j'ai quand même des principes. J'ai pas envie j'ai pas envie de... En restant dans cette religion, d'alimenter la soumission des femmes en islam. D'accord.
Ok, Je ne sais très pas bien. si c'est clair ou j'ai Si, c'est répondu très à clair, toi. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors, juste avant de passer à la dernière question, je prends 2 minutes de notre entretien pour faire un petit peu de promotion pour la nouvelle édition de mon livre Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Vous avez les liens en description si vous voulez le commander. Vous avez également en description d'ailleurs les liens de tes réseaux sociaux. Voilà, qui est la nouvelle édition de ce livre. Je suis très content parce que depuis sa sortie, vous êtes toujours très nombreux à l'acheter, à le lire, à le recommander. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, cette nouvelle édition qui arbore toujours sa couverture en style parchemin un peu ancien brûlé, mais contrairement à la couverture précédente, vous la reconnaîtrez facilement puisque la couverture était marron avant. Maintenant, finalement, je l'ai mise en couleur jaune doré, qui rappelle aussi pas seulement un parchemin vieux et brûlé, mais Ouais, aussi un peu le sable du désert, on va tout à dire, fait. voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre ou qui le connaissent pas encore, bah, dans ce livre, j'ai fait une encyclopédie, en fait, dans laquelle je liste et j'analyse les 100 plus grandes contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Et d'ailleurs, par exemple, à la fin du livre, je vous afficherai ça à l'écran, vous avez un index alphabétique. Et dans l'ordre alphabétique, vous avez tous les thèmes possibles et imaginables de contradictions et erreurs scientifiques que vous pouvez retrouver dans ce livre. Par exemple, si vous voulez des erreurs scientifiques ou des contradictions sur le thème des anges, des animaux, du ciel, du diable, des djinns, de l'enfer, du paradis, de la terre, du soleil, voilà, vous pouvez retrouver à tout moment la page. Voilà, ça vous aide. Et juste pour l'anecdote, ce livre qui a été vraiment qui est mon œuvre sans doute la plus connue et celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. Il faut savoir que, par exemple, actuellement sur ma chaîne YouTube, il y a 200 vidéos que j'ai produites en environ 10 ans. Et ben, même si vous prenez la somme de toutes les contradictions que j'ai analysées dans mes 200 vidéos, ça ne représente qu'un quart du contenu de ce livre. Juste un quart. Ça veut dire que les 3 quarts de ce livre contiennent en réalité des erreurs scientifiques et contradictions inédites dont je n'ai pas encore ou pratiquement pas parlé dans mes vidéos. Donc voilà, si jamais vous voulez lire ce livre qui est disponible et qui vous dressera la liste de contradictions et d'erreurs scientifiques dans des domaines comme des contradictions narratives, des erreurs mathématiques, dialectiques, historiques. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire la liste dans cette encyclopédie des principales erreurs qu'on peut trouver voilà, dans le Coran. Et je t'offre cet exemplaire. Bon. Et j'ai aussi de côté un second exemplaire que tu pourras offrir à ta mère si tu veux. Ça me fait Ben, plaisir. merci beaucoup. Je la C'est salue. très gentil. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Alors, on va aborder la dernière question. Il nous reste moins d'une demi-heure, 27 minutes. On va essayer de faire tenir la dernière question. Ça devrait aller. Ouais. Toi et moi, finalement, on est heureux de vivre en France et c'est vrai qu'on a ce point commun, voilà, on en a déjà discuté, d'être, toi comme moi, reconnaissant à la France, voilà, on assume fièrement d'aimer la France. Pour nous, c'est pas infamant, ça veut pas dire qu'on déteste nos origines ou nos pays Oui. d'origine, pas du tout, mais on s'est toujours senti, en tout cas, bien intégré à la société française, en dépit de notre double culture à moitié islamique, voilà, et même on a toujours eu un rapport apaisé avec les non-musulmans autour de nous, voilà, et on a toujours aimé quand même les valeurs occidentales qui ont guidé quand même notre boussole morale à travers notre existence. Et on s'est déjà dit, toi comme moi, c'est vrai que on a quand même réussi à quitter l'islam en partie évidemment grâce à notre bonne intégration culturelle à la France. Et du coup, comme dernière question, je voudrais que tu nous expliques, toi, Chana, en quoi, selon toi, ton intégration à la société française ou ton mode de vie occidentalisé, en quoi ça t'a aidé intellectuellement ou moralement à quitter l'islam? Là encore, je vais d'abord te proposer ma réponse, puis tu Bien réagiras sûr. avec ta propre réponse. Moi, j'estime que ma bonne intégration à la société française, ça signifie d'abord une bonne intégration aux non-musulmans qui sont majoritaires autour de nous, qui sont le peuple historique français. Voilà, faut dire la vérité. Et je pense qu'un musulman qui grandit en France, mais qui est plutôt occidentalisé dans sa culture, dans ses mœurs, il a plus de chances de quitter l'islam, contrairement à un musulman éduqué dans une radicalité religieuse qui va lui enseigner la haine envers les non-musulmans, parce qu'en fait, ce musulman radicalisé à la mécréanophobie, il va pas seulement être dissuadé de quitter l'islam parce que d'un point de vue juridique et par rapport aux menaces de l'enfer, il ne le fait pas, mais aussi d'un point de vue psychologique, en fait, ces musulmans-là
en fait, qui sont radicalisés à la haine contre les non-musulmans, ils ont peur de quitter l'islam parce que je pense, en fait, ils ont peur de devenir les individus qu'ils ont appris à détester. Oui. Et ils ont peur de penser comme les individus qu'ils ont appris à détester. Ouais. En fait, personne ne veut devenir Ouais, la personne que tu détestes. Tu vois, quand Tout à tu fait. t'aimes pas quelqu'un, t'as pas envie de devenir comme lui. Tu vois, c'est une barrière psychologique supplémentaire. Tandis que les musulmans occidentalisés, qui ont un rapport apaisé avec les non-musulmans autour d'eux, ils les aiment, ils s'admettent qu'ils aiment leur compagnie, ils s'en font des amis sincères, navré de revenir sur le thème de l'amitié en tout cas, où Oui. moi j'ai davantage eu effectivement des amis, garçons ou filles, peu importe non-musulmans, mais voilà, parmi mes meilleurs amis dans ma vie, voilà, que je considérais comme mes plus proches. Donc ça fait que tu t'apprécies leur compagnie. D'un point de vue de l'amitié, tu les aimes en amitié, tu les respectes, tu respectes aussi leur pensée différente de la tienne, tu apprends aussi de leur point de vue différent qui te fait mettre en perspective ta propre existence, tes propres pensées, et ce respect, et bien, finalement t'amène au fait que le jour où éventuellement vous allez discuter d'une différence religieuse parce que le sujet s'impose, du coup, tu t'admets que tu vas un peu écouter quand même ce qu'ils te disent, t'es pas fermé à ça. Par contre, le profil totalement contraire du musulman radicalisé qui ne fait qu'obtempérer aux ordres d'Allah dans le Coran et qui, il part du principe, c'est écrit dans le Coran, enfin, il part du principe que tout mécréant est l'allié du diable et donc quoi qui va sortir de la bouche du mécréant, c'est le diable qui lui fait parler comme ça. Lui, il est complètement hermétique à toute possibilité de remise en question ou de se dire le moindre avis d'un mécréant peut avoir éventuellement un intérêt sur ma religion islamique. Voilà, il va se dire ça et du coup, il va évidemment s'interdire d'écouter un point de vue différent sur sa religion de quelqu'un qui est extérieur à cette religion. Et aussi, je pense, pour terminer, que l'intégration à la France et à la société française, c'est pas juste s'intégrer à des gens, c'est aussi aimer les valeurs et les modes de vie à l'occidental. Et là, je m'adresse surtout aux musulmans plutôt occidentalisés qui sont globalement majoritaires en France. Réfléchissez un peu parce que vous avez cet islam fantasmé, pur, pas altéré, que vous aimez bien. Mais dans la réalité, si vraiment on devait obtempérer à ce genre de société, je suis désolé, la majorité des musulmans, par exemple en France, aujourd'hui, ils aiment bien ne serait-ce que les séries télé, les plateaux télé et les films. Or, tous les films et séries télé que vous pouvez aimer, aujourd'hui c'est un loisir universel, les séries télé et les films partout dans le monde, même dans le monde musulman, principalement, dedans, ils montrent de la mixité avec des hommes et des femmes qui se côtoient. Il n'y a même pas besoin d'avoir une histoire d'amour avec deux personnes qui s'embrassent. Juste ça, l'islam l'interdit. Vous devriez changer de scène systématiquement dès l'instant où il y a un plateau télé où un homme et une femme échangent sur de la politique, ou une série télé ou un film, vous devriez voir, pour préserver la pudeur des femmes, uniquement, soit si vous êtes une femme, des films avec 100% de femmes voilées, soit les hommes juste voir des films ou des séries avec des hommes, et encore, les sujets seraient extrêmement restreints, parce qu'il n'y aurait pas de créativité, de pensée ou de mœurs qui vous permettent de penser hors de la boîte. Ça vous priverait de pas mal de vos séries et films que vous aimez. Admettez-le vous, voilà. Également la musique, ça a l'air de rien, mais si vous vous privez d'instruments de musique, c'est pas que la musique que vous avez dans votre, lecteur MP3, dans vos écouteurs de votre téléphone ou au concert. Ça a l'air tout bête, mais même vos jeux vidéo que vous aimez, il y a de la musique en fond. Même vos séries et films que vous aimez, il y a de la musique en fond. Imaginez toutes les œuvres artistiques possibles et imaginables, avec dépourvues d'instruments de musique, une vie, une société entière dépourvue d'instruments de musique. Parce que l'islam interdit ça aussi, vous voyez, d'un point de vue rigoriste. Et enfin aussi, qu'ils le veuillent ou non, et c'est un tabou que même la plupart des imams, ils sont obligés d'être rigoristes dessus, mais ils savent très bien que c'est intenable aujourd'hui, surtout avec les hautes technologies, t'en es la preuve d'ailleurs quand on a parlé. Le simple rapport très sain de célibataires, adolescents ou adultes, qui apprennent à se connaître d'eux-mêmes, pas forcément dans une logique amoureuse, juste simplement sainement. Je veux dire, toutes les sociétés sont comme ça, que un homme et une femme aient le droit de juste se parler ensemble, tout simplement. Pas forcément, ils ont le droit d'apprendre à se connaître, pas forcément dans une optique de séduction, mais tout simplement d'apprendre à s'apprécier, de déjeuner ensemble, de dîner ensemble, de se promener ensemble. Même l'islam jette l'opprobre sur ça, en fait. Et si vous étiez dans une société islamique idéale, vous n'apprendriez jamais à connaître la moindre fille en dehors de votre famille, de toute votre vie,
Et si vous voulez ne serait-ce que convoiter une femme qui est dans la restriction totale, si elle-même est rigoriste vis-à-vis de l'islam, ça se fera toujours par le filtre de son père, son tuteur masculin, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'apprendre à connaître une personne seule à seule dans l'amitié ou l'amour, c'est pas la même chose que apprendre à parler, surtout à une fille que tu convoites pour éventuellement l'épouser. C'est évident qu'avec son père, il y a bien des sujets où tu vas faire très attention, voilà. Et donc c'est ça la société islamique idéale. Et moi, j'avais été un musulman occidentalisé, logique jusqu'au bout de mon apostasie, parce qu'en fait j'avais compris, grâce à la chance de naître et de grandir en France, j'avais compris que d'abord ce que j'aimais le plus dans la société occidentale, Ouais. c'est tout ce que j'aimais le plus dans la société occidentale en termes de liberté, de mœurs, de façon de penser, l'islam considérait que c'était le mal. Donc déjà, rien que tu t'admets ça à un moment donné, t'es obligé de t'admettre sans être hypocrite que l'application de ta religion, ma religion d'alors, me posait problème. Voilà, j'étais obligé de me l'admettre. Et surtout, deuxième constat, auquel peu de gens pensent, peu de musulmans pensent, même de musulmans occidentalisés, et là je m'adresse particulièrement à vous les musulmans, que vous le vouliez ou non, vous le savez très bien, que ce soit en termes de lieu de vacances ou que ce soit médiatisé, vous le voyez très bien, bizarrement, les pays islamiques du monde où il fait le plus bon vivre pour les musulmans sont les pays islamiques du monde qui appliquent le moins les lois d'Allah. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je répète, les pays islamiques du monde où il fait le plus bon vivre pour les musulmans, Tout à fait. et en termes d'indice de développement et de bonheur qui sont mesurés aujourd'hui statistiquement, c'est aussi les pays musulmans, les pays islamiques qui appliquent le moins les lois d'Allah. Rien qu'avoir le constat de cette corrélation qui est une causalité, pour moi c'était impossible de rester dans l'hypocrisie. Et voilà, et à un moment donné, tu vas au bout d'un cheminement et tu quittes l'islam. Voilà. Et donc je pense qu'effectivement, bah la société française aimait à la fois le peuple parmi lequel j'étais, principalement non musulman, et aimait également ses modes de vie et ses mœurs, sa culture dominante. Ça a nourri cette réflexion, tu vois, et qui a abouti à mon apostasie. Voilà comment je considère, moi, que le monde occidental, la vie à l'occidental a permis que je quitte l'islam. Voilà ce qui m'a inspiré dedans, en tout cas. D'accord. Et toi? Alors pour ma part, mais juste j'aimerais revenir sur un petit truc, Oui, bien sûr. sur ce que j'aimerais revenir sur ce que tu as dit juste avant. C'est moi par exemple, le rapport homme-femme, on m'a pas appris qu'il était possible d'être ami avec un garçon. C'est grave là ce que je suis en train de dire. Tu veux dire en fait lui parler égale forcément une intention amoureuse. Absolument. D'accord. C'est-à-dire que diaboliser un échange des mots entre moi et un garçon, c'était c'est un déshonneur pour la famille. Donc ça, du moment où je parle à un garçon, c'est que forcément il y a une intention derrière. Il y a un risque de... Ouais. Voilà, exactement. Donc c'était juste ça que je voulais ajouter parce que... en fait, plus j'avance dans l'âge, plus je comprends certaines choses. Bien sûr. Parce que c'est dur, en fait, de faire une rétrospection. Oui, une rétrospection. Ouais. C'est dur de faire cette rétrospection sur sa vie et de s'auto-analyser. C'est très compliqué, à moins d'aller voir un spécialiste pour décortiquer tout ça. Mais faire ce travail-là de soi, de revenir sur certains points, certains et de voir blocages, les choses différemment avec un nouvel angle. Et évoluer, voilà, et justement pas rester bloqué dans ça, en fait, dans cette diabolisation entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est vraiment un truc que, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de le travailler. Donc, je vous le dis, encore aujourd'hui, c'est toujours une problématique chez moi. Mais sinon... D'ailleurs, tu as apostasié il y a combien de temps? 2 ans, 3 ans? J'ai apostasié officiellement en 2024. D'accord, ok. Janvier 2024. Ok, donc 1 an et demi. Ouais. Et officieusement, puisque clairement j'étais déjà apostate, parce que du moment où tu rejettes les hadiths, tout ça, ça y est, tu étais apostat. Tu ne peux pas... comment dire... Tu étais apostate de l'architecture globale voilà. de l'islam, et c'était juste une phase transitoire en réalité. Exactement. Ton coranisme. J'étais dans le couloir, en quelque sorte, vers la sortie. Et donc, moi... Donc pour compléter là sur la question de qu'est-ce qui dans la société française, dans l'Occident, dans ses valeurs, dans les choses que tu as observées, que tu as vécues, qu'est-ce qui finalement, pour prolonger ta réflexion,
selon toi, a été utile pour quitter l'islam? Parce que toi, comme moi, on s'était déjà dit qu'effectivement, un musulman occidentalisé qui vit dans une société occidentale a plus de chances de quitter l'islam. Selon toi, qu'est-ce qui a favorisé ça? Qu'est-ce qui favorise ça? Bah, déjà l'éducation, le droit c'est-à-dire ce droit de se poser des questions, ne serait-ce que poser des Non, bien questions, sûr. c'est un droit. Et Ici, ça semble normal, voilà. On oui, décomplexe le droit de douter. tout à fait. Donc déjà ça, moi, quand j'étais à l'école, bah, c'était la base, quoi. Se poser des questions, être Le doute curieux, cartésien, on nous en a développer ça. parlé. Hmm. Le doute cartésien, on Tout nous à en a fait. parlé. Voilà. Et tout ça, cette chose que la France offre aux musulmans, même s'ils en ont pas conscience, c'est très précieux parce que dans un pays musulman, ça, t'as pas le droit en fait d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ta croyance. Moi, quand j'ai compris un petit peu les bases de la rationalité, tout ça, je me suis dit, non, en fait, c'est moi qui veux juste croire en une entité. C'est moi, en fait, j'ai tous les billets qui vont dans ce sens-là, donc faudrait, à un moment donné, que j'intellectualise tout ça pour pouvoir m'admettre que, bah, déjà, ça n'existe pas, cette entité n'existe pas, que c'est une religion du 7e siècle, faite par un bédouin du 7e siècle, dans une société patriarcale. Et quand je regarde la société française, bah, quand je compare les deux, bah, c'est la société française qui me donne cette possibilité d'être là pour discuter avec toi, d'être dans cette pièce pour pouvoir échanger avec toi. Dans un pays musulman, ça aurait été impossible. Voilà, on revient sur la mixité. Donc ça, on m'enlève aussi le droit de donner mon avis, le droit d'exister, déjà que ce soit en société ou même, c'est-à-dire dans le milieu familial. La femme n'a pas trop grand-chose à dire ou on ne demande pas trop son avis. Voilà, donc quand je compare tout ça, c'est surtout en tant que femme, comment je vois c'est-à-dire cette différence de traitement entre une société occidentale et ce dogme islamique. Donc voilà, ça a été très facile pour moi c'est-à-dire de vite passer à autre chose finalement. Quand je constate que... De constater que dans tous les domaines de ta vie, systématiquement l'Occident t'offre des droits que l'islam t'en prive. C'est ça. Et que la fable d'un bel islam fantasmé qui défend tes droits, les seules musulmanes qui disent ça, elles disent ça depuis le monde occidental, bizarrement. Tout à fait. Donc, par contre, ça, j'ai jamais eu cette dissonance. Bien sûr, bien sûr. De me dire, je suis une musulmane libre. J'ai pas eu le temps, en fait, de forger ce genre d'arguments, voilà. Et d'ailleurs, même les débats avec les non-musulmans, je n'en avais pas vraiment, en fait. Bien sûr. Donc, en tout cas, j'avais pas besoin de justifier. T'avais pour valeur sacrée des choses essentielles comme ta liberté d'expression, ta liberté de conscience, etc. Et c'est ça a été, tu t'es admis que Allah dans l'islam était contre ça et finalement t'as choisi ton propre chemin. Tu t'es admis que l'universalité de ces valeurs occidentales que t'avais était plus belle, plus conséquente pour le monde, plus utile pour le monde que... Tout à fait. Je me sens respectée en tant que femme, en tant qu'individu dans la société occidentale. Voilà, qui met mes droits en valeur, c'est-à-dire j'ai le droit de réfléchir, de penser, de prendre des décisions, de ne pas être frappée. D'ailleurs, je suis protégée, voilà, par des lois qui criminalisent ce genre d'actes vis-à-vis des femmes. D'ailleurs, je comprendrai jamais les femmes qui ont ces textes-là sous les yeux et qui continuent à défendre ça. Je me dis c'est une trahison pour la jante féminine, pour on appelle ça pour la sororité. C'est-à-dire comment tu peux lire des textes qui disent que tu es inférieur à l'homme, que l'homme a autorité sur toi, et dire non mais c'est tout à fait normal. Et commencer à chercher des excuses et à justifier ça. Moi, quand je vois que je ne suis pas égale... L'endoctrinement, tout simplement, voilà. Oui, mais quand j'ai constaté... La peur de l'enfer. Toi, t'as bravé ça, en fait. C'est ça. Mais quand j'ai constaté noir sur blanc que j'étais inférieure à l'homme, non. Certains diront peut-être que... certains musulmans diront que c'est peut-être l'ego. Non, c'est juste je me respecte. D'ailleurs, je voudrais juste dire, parce que j'ai noté quelque chose durant cet entretien, finalement...
beaucoup de musulmans actuels qui regardent d'un certain œil les ex-musulmans sont persuadés que c'est la critique de l'islam qui fait sortir de l'islam. Mais en réalité, toi en partie, comme moi en partie, comme tant d'autres ex-musulmans en partie, on a un jour eu de la curiosité pour des textes qu'on questionnait, hadiths, versets, on est allé chercher des réponses, ça a soulevé plus de questions que de réponses, ça a mené à d'autres versets, ça a mené à d'autres hadiths, et ça crée une architecture de... Et finalement, en fait, c'est en réalité juste la découverte de textes qu'on ne connaissait pas et qui étaient horrifiants, qu'on s'est mis à connaître, et dont on a cherché une forme de logique, et on a abouti à la conclusion que non, ces textes étaient définitivement dans un ordre injuste à défendre, liberticide et violent, qu'on a quitté l'islam. Et beaucoup de croyants musulmans actuellement occidentalisés, même s'ils ne se l'admettront jamais, en réalité, il y a sans doute beaucoup de textes qu'ils ne connaissent pas, et ils se font une idée fantasmée de certains textes qu'ils connaissent, où ils sont dans un tabou total vis-à-vis de l'idée du doute cartésien. Même il y a une expression qui dit par exemple sans l'ombre d'un doute, comme si le doute était quelque chose de négatif. Le doute n'est pas quelque chose de négatif, c'est très bien dans la vie de douter, de se remettre en question, de s'interroger sur quelque chose qui semble suspect. Et voilà, et toi comme moi, on a aussi eu un rapport sain à ce genre de valeurs, tu vois, dans l'Occident, le droit de se poser des questions, le droit d'hésiter, le droit de... Et rien que de se dire, le Dieu de la religion à laquelle on appartenait nous interdit de douter, c'est un peu suspect, ça rappelle un peu une secte en fait. Et donc, parmi les textes qui étaient très problématiques, qui m'ont tout de suite alerté sur l'absurdité en fait. Déjà le mariage des petites filles, ensuite ça a été la peine de l'apostat, c'est-à-dire tu quittes, c'est-à-dire en fait on te menace parce que tu as commencé à réfléchir sur des textes. Imaginez, on fait ça avec, je sais pas, avec le code civil. Enfin, tu remets en question une loi que tu trouves absurde, l'État te condamne. C'est surtout de l'hypocrisie, parce que comment tu sais que le gars revient sur sa religion, pas à cause de la menace, plutôt que oui finalement retire ton couteau de ma gorge. Effectivement, finalement j'y recrois à nouveau. Vous vous rendez bien compte que éventuellement il y a l'idée du chantage en fait. Et toi comme moi, en tout cas sans parler pour toi, mais en tout cas moi j'estime que le chantage ne fait pas partie d'une réflexion philosophique. Si je dois adhérer à quelque chose, sinon... Voilà, c'est ça. C'est un peu limite. Après, peut-être que moi-même, peut-être que dans ma personnalité, je suis une personne qui va un peu questionner certaines règles. Même si quand j'étais petite, j'étais soumise, voilà, à mes parents, voilà, j'étais sous leur toit, je devais en fait tout simplement écouter et obéir, voilà, à leurs ordres. Mais une fois que j'ai grandi et j'ai développé un esprit critique, moi, quand je vois ça, quand je vois une menace me menacer parce que je veux quitter, non, je prends la porte, je me casse parce que non, ça me plaît pas. Tu vas pas me forcer à rester. Et donc, il y a aussi le côté humaniste. Et je reviens sur sur la question que tu m'as posée vis-à-vis pays occidentaux, tout ça. Moi, c'est-à-dire, j'ai jamais eu une aversion vis-à-vis des non-musulmans. Oui, bien sûr. Les non-musulmans, pour moi, c'était des êtres vivants comme moi, comme... Voilà, ils sont le reflet de leur éducation. Ils respirent, ils dorment, ils vivent... voilà. Et donc, avoir de la haine... Et d'ailleurs, même quand je lisais certaines sources islamiques, notamment des hadiths où ils disent, qui racontent un petit peu certains contextes sur le fait que les mécréants, même s'ils font le bien, iront quand même en enfer. Ça, c'est quelque chose c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est jamais entré dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible. Tu fais le bien. C'est en faisant le bien que tu gagnes le paradis. Donc tu ne peux pas priver quelqu'un juste parce qu'il ne croit pas en Dieu. Non, Dieu est au-delà de ça, au-dessus de tout ça. Surtout quand on va dans ma fameuse réflexion sur l'idée de chacun est un peu le reflet de son éducation et comment veux-tu punir quelqu'un qui a fait le bien toute sa vie, mais juste simplement ton Coran dont il a entendu parler lui semble incongru par rapport à son éducation scientiste de 0 à 20 ans où on lui a dit des écrits ne suffisent pas, il te faut des preuves dans la vie.
Et tout d'un coup, tu as un gars qui t'explique, qui vient vers toi avec un Coran et qui te dit, alors voilà, le prophète, c'est un gars qui piochait dans les butins de guerre, qui avait une dizaine d'épouses alors que c'est quatre maximum, qui faisait tuer les gens qui veulent pas rentrer dans la religion, Oui, qui a légalisé l'esclavage, qui avait des esclaves. Comment veux-tu que ce oui, soit présentable pour un humain rationnel du 21e tout à siècle fait. et que tu as envie de te convertir à ça? Donc, Tout à fait, ouais. bon, eh bien, je te propose qu'on conclue sur ces dernières réponses. Je te remercie, Chana, à nouveau Avec pour ta plaisir. présence. C'était un plaisir d'échanger avec toi durant presque 2 heures. Voilà, on est dans les Ça m'a fait temps. plaisir. Je vous mets dans la zone de description sous la vidéo les liens pour retrouver la chaîne YouTube de Chana et également ses liens sur Twitter, TikTok ou Instagram. Merci encore pour ta présence. Bah, c'est moi qui te remercie. J'ai apprécié le moment. Merci pour cet échange. Super, plaisir partagé. Bon, eh ben, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao!